Mais alors d'abord, bienvenue d'être avec nous. Oui, il est tôt, hein. Merci d'être avec nous pour ce second volet du colloque des économies de la promesse. Bon, mon nom est Jean-Benoît Cormier-Landry. On s'est plusieurs d'entre vous déjà croisés ou rencontrés, surtout numériquement, mais pour plusieurs d'entre vous dans les corridors du Centre interuniversitaire de recherche en sciences et technologies, où je suis coordonnateur scientifique depuis quelques mois déjà. Donc, il me fait plaisir de vous savoir avec nous aujourd'hui pour une seconde rencontre, en fait, d'un cycle de rencontres qui se tient donc cette fois dans le sillage des 3 demi-journées de colloques qui se sont tenues les 1, 2 et 3 septembre dernier. Donc, dans le cadre d'un événement large qui s'intitule Les économies de la promesse. Donc, l'événement d'aujourd'hui, il a pour objectif, en fait, de poursuivre la discussion qui a été entamée dans ces 3 journées en approfondissant la réflexion sur l'aspect circonscrit de la question des promesses technoscientifiques, qui sera donc, grosso modo, la question des énergies dites renouvelables et le rôle ou la formation et le- la dynamique de certains discours qui y sont liés. Donc, avant d'aller plus loin, je vous prie de noter là, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui fait aussi l'ordinaire un peu de nos rencontres maintenant. Mais cette séance-ci sera enregistrée pour permettre sa diffusion, la diffusion de l'événement en reprise via la médiathèque du CIRST. L'enregistrement, pardon, concerne évidemment la vidéo, la plage audio, mais aussi les commentaires qui sont faits en mode public sur le module de clavardage du logiciel Zoom qu'on utilise ce matin. Par ailleurs, dans un tout autre ordre d'idée, avant de lancer les travaux là, plus officiellement, je désire prendre un court moment pour remercier les partenaires et les personnes qui rendent l'événement du colloque et donc l'événement d'aujourd'hui possible. Donc, merci tout d'abord au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui est le principal partenaire au niveau financier du colloque qui se poursuit aujourd'hui. Merci à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, Faculté des sciences humaines de l'UQAM. J'insiste aussi pour remercier plusieurs membres du CIRS qui nous soutiennent indirectement via les activités de leur chaire de recherche. Donc, la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique de François Claveau, la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante de Vincent Larivière, la chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de la vie de Christophe Malater. Nos remerciements aussi de la part de tout le comité vont au groupe Humania ainsi qu'au projet Nouvelles frontières en recherche relais. Je prends aussi un moment, évidemment, pour souligner le travail de plusieurs personnes dont plusieurs d'entre elles sont parmi nous aujourd'hui, mais qui ont mis de vastes efforts dans une partie ou dans l'autre et souvent dans plusieurs parties de ce projet de colloque. Donc, merci aux membres du comité organisateur, Florence Lucier-Lejeune, Guillaume Dandurand et Marie-Jean Meurs, à qui j'ajoute aussi Daniel Letendre, qui a joué un rôle de premier plan dans l'organisation du colloque, alors qu'il avait le poste que j'occupe en ce moment au Centre interuniversitaire de recherche en sciences et technologies. Merci aux collègues du CIRST, Martine Foisy et Hélène Carlettini, qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable avec moi, entre autres, de gérer les aspects un peu plus techniques de la salle et des communications. Certaines informations pourront vous être transmises, entre autres, par le module de chat, là, par elle ou par moi. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à la rejoindre via justement le chat ou par courriel, là, par l'adresse du site, on saura vous venir en aide s'il devait y arriver quelques pépins techniques. Donc, dans la suite des remerciements et pour transitionner vers les présentations, donc le panel d'aujourd'hui, c'est une initiative de Clarence Atton-Proux et bien évidemment, s'étendent à lui nos remerciements. Et c'est lui qui sera en charge de l'animation de cet avant-midi de travail. Je le présente brièvement. Clarence est doctorant en co-tutelle en études urbaines et en histoire à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Urbanisation, Culture et Société à Montréal. Et donc, co-tutelle avec Sorbonne Université au sein de l'UMR
CIRIS. Sa thèse porte sur l'histoire des transitions énergétiques urbaines à Montréal entre 1939 et 1979. Je lui cède donc sans plus tarder la parole pour qu'il nous présente d'abord la problématique, chapeaute brièvement, les interventions de ce matin, j'imagine, et d'une autre part, les intervenants et les intervenantes qui prendront la parole au cours de cet avant-midi. Alors, à toutes et à tous, je vous remercie, je vous souhaite un bon colloque et Clarence, je te cède la parole sans plus tarder. Merci. Merci Jean-Benoît. Merci au CIRST d'organiser tout ça. Merci aux panélistes d'être là. Merci au public aussi de votre présence ce matin. Donc, le titre du panel, si on veut, aujourd'hui, c'est le suivant: La renouvelable économie de la promesse, discours prophétique et spectre de la transition. Donc, ça fait presque 2 ans qu'on planche sur ce projet de panel, mais avec le report du colloque, finalement, ça a lieu aujourd'hui. Je suis bien content que finalement, ça peut avoir lieu. Le contexte un petit peu de réflexion autour de ce panel, c'est donc autour de l'énergie, dans le contexte du changement climatique, dans le contexte de la décarbonisation. Il y a vraiment beaucoup de discours orientés vers le futur, mais avec des effets sur le présent qui sont formulés par plusieurs acteurs. Je vous donne un exemple, par exemple, les prévisions d'évolution de la demande ou des prix, les prévisions des pics pétroliers, tout ça, c'est des choses qui sont formulées vers le futur, mais qui ont des effets sur le présent, sur les actions présentes des acteurs. Donc, on a remarqué qu'il y avait énormément de discours prophétiques, si on veut, ou de discours liés au thème des économies de la promesse dans le contexte de l'énergie. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire un panel autour de ça. Aussi, constater les écarts entre ces promesses liées à l'énergie et la réalité, tout en acceptant que ces promesses ont des effets concrets, des effets performatifs sur le présent, sur les décisions des acteurs dans le secteur de l'énergie. Donc, le déroulement aujourd'hui, on va grouper 2 par 2 les présentations. Ensuite, il y aura une période de questions à chaque fois, une pause. Donc, on va commencer avec la présentation d'Alex Champagne-Gélina. Tout de suite après, il y aura la présentation de Madi Helfaoui. Et ensuite de ça, on pourra avoir les questions pour les 2 présentations groupées. Il y aura ensuite une pause. Ça devrait nous amener autour de 10 heures, quelque chose comme ça. Et ensuite de ça, même principe, présentation d'Hélène Mabénian. Ensuite, présentation tout de suite après de José Provençal. Les questions pour les 2. Wrap-up, fin. On devrait terminer vers 11 heures ce matin. Donc, pour les questions que vous avez au fur et à mesure, vous pouvez écrire dans le chat directement ou bien au moment de la période de questions, vous pouvez lever la main. Donc, si vous écrivez dans le chat, je pourrai lire votre question. Si vous voulez la lire par vous-même, vous pouvez lever la main. Si vous levez la main, désactivez votre micro et idéalement votre caméra. Et ensuite, vous pouvez poser votre question directement aux panélistes. Donc, voici un peu le déroulement aujourd'hui. Je présente notre premier panéliste, Alex Champagne-Gélina, doctorant à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Urbanisation Culture Société. Sa thèse porte sur les impacts économiques de l'évolution géographique de la région portuaire de Montréal. Donc, Alex, je te laisse la parole. Tu as autour de 15 minutes pour présenter ton sujet aujourd'hui. Oh, j'avais préparé 20 minutes, donc je vais… 20 minutes, pardon. C'est 20 minutes, ouais, t'as raison. C'est bon. Si on peut juste simplement me permettre de partager mon écran, ce serait bien. Ah, voilà. Parfait. Oh, ça fonctionne. Excusez-moi, je ne le vois pas. Ah, voilà. OK. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Alex Champagne-Gélina, comme ça a déjà été dit. Je travaille au sein d'une équipe qui s'intéresse beaucoup à la question de la transition énergétique et d'adaptation au changement climatique de l'industrie du transport maritime. Donc, je trouvais que ce panel-là constituait une bonne occasion de faire un peu la synthèse et une analyse critique de quelques-uns des projets dans lesquels j'ai été impliqué et que je suis encore impliqué, qui portaient sur cette question-là. Donc, l'objectif est, comme le titre l'indique, d'essayer d'un peu mieux comprendre pour quelle transition énergétique exactement est-ce que l'industrie du transport maritime se prépare. Je vais tenter de répondre à 3 sous-questions. Donc, tout d'abord, c'est quoi les défis de l'industrie du transport maritime en contexte de changement climatique et de transition énergétique? Ensuite, lesquels de ces défis-là sont les plus importants pour les acteurs?
Donc, voir lesquels ils mettent de l'avant. Et ensuite, les projets qui sont mis en place, est-ce que les projets qui sont mis en place permettent de surmonter ces défis-là? Pour faire ça, je fais la synthèse de plusieurs projets de recherche dans lesquels j'ai été impliqué. Le plus important pour aujourd'hui, c'est une série d'ateliers de travail qu'on a réalisés avec les acteurs du milieu du transport maritime. C'est des ateliers de travail qui portaient spécifiquement sur la transition énergétique. Je vais en parler un petit peu plus loin. Et aussi, je vais aussi agrémenter ça d'une série d'analyses de la transition énergétique de l'industrie du transport maritime qu'on a réalisé depuis environ 2018-2019. Donc, tout d'abord, avant de s'attarder à l'analyse elle-même, puis comme je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en transport maritime dans la salle, je pense que c'est un peu pertinent que je parle un peu de c'est quoi cette industrie-là, puis c'est quoi les défis auxquels elle fait face présentement. Donc, tout d'abord, quand je parle des acteurs du transport maritime, c'est vraiment une industrie qui est c'est un système assez complexe, donc qui va comporter une série d'acteurs, certains principaux comme évidemment les transporteurs, les administrations portuaires, les opérateurs de terminaux, les manufacturiers d'équipements comme ceux qui fabriquent les bateaux, donc ceux qui sont vraiment impliqués là-dedans, mais aussi toute une série d'industries et d'acteurs parallèles. Donc, le transport maritime, c'est une industrie intermédiaire, donc c'est des gens qui veulent envoyer des choses à différents endroits. Donc, eux aussi vont avoir une grosse influence là-dessus. Donc, c'est sans rentrer dans la question, trop dans la question de la gouvernance de ça, c'est quand même un domaine un peu complexe. Sinon, en termes de chiffres un peu, le transport maritime joue un rôle qui est extrêmement important, qu'on oublie parfois dans l'économie mondiale. Donc, 80 à 90 des marchandises dans le monde passent à un moment ou à un autre, et souvent plus qu'une fois, sur un navire. La raison principale de ces chiffres, pour laquelle ces chiffres-là sont aussi élevés, c'est que le transport maritime, toute proportion gardée, c'est extrêmement bon marché, ou du moins ça l'était avant la pandémie. Là. Il y a eu quelques changements récemment qui viennent un peu affecter ça. Mais en fait, les coûts de transport jusqu'à récemment étaient tellement faibles que dans les modèles économiques, on ne considérait même pas ça comme une des variables à mettre en place. Donc, par exemple, si on veut installer une usine, on va l'installer à l'endroit où c'est le plus propice, puis ensuite l'envoyer, c'est comme un afterthought, si on veut. Donc, cette situation-là, c'est un des facteurs importants qui a entraîné des phénomènes comme la délocalisation, la division internationale du travail, plein de choses comme ça. Donc, maintenant, question de sursimplifier une question extrêmement complexe. Est-ce que l'industrie du transport maritime, c'est une industrie verte? Je pose cette question-là parce que dans les discours qui entourent le transport maritime et par le fait même, les prévisions qu'il va y avoir sur son avenir, on joue vraiment dans les extrêmes. On va beaucoup être dans un peu, si on veut, soit de la louanger, soit vraiment de la considérer comme quelque chose d'absolument dévastateur. Donc, comme on peut le voir, en fait, avec des tableaux directement de l'industrie, on va souvent la présenter comme l'industrie, en fait, le mode de transport le plus vert qui existe. Donc, on va déclarer qu'un navire équivaut à 300 wagons de train, 900 camions, etc. Mais de l'autre, en fait, on va cibler certains autres éléments et démontrer que non, en fait, comme juste une poignée de navires va polluer autant que toute la flotte de navires, donc toute la flotte de voitures dans le monde. Donc, qui dit vrai là-dedans? Ben, les deux ont un peu raison, c'est juste qu'ils vont sélectionner certaines informations. Puis donc, c'est là-dessus que je vais aborder un petit peu. Donc, la première comparaison renvoie au fait qu'effectivement, le transport maritime émet relativement peu de CO2. Surtout parce que c'est un mode de transport qui est excessivement efficient présentement. Donc, avec 1 litre de carburant, on peut transporter une tonne de marchandises sur une distance qui est 8 fois plus élevée que pour un camion. De ce côté-là, effectivement, le transport maritime présente des avantages indéniables. Mais encore là, les comparaisons peuvent être un peu mauvaises parce que ce qu'on transporte sur un bateau, on ne peut pas nécessairement le transporter sur un train ou sur un véhicule. Mais donc, la situation n'est pas entièrement rose et il y a beaucoup d'impacts qui sont négatifs, qui sont eux aussi parfois un peu tassés de côté, du côté de l'industrie, puis un peu banalisés. Donc, tout d'abord, environ 3 des émissions de CO2 mondiales sont attribuables au transport maritime, ce qui peut sembler peut-être pas si élevé, mais en fait, si c'était un pays, ce serait le 6e en importance. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez de non négligeable. Mais surtout, en fait, et c'est ça qu'attaquait le deuxième article, c'est que l'industrie relâche beaucoup de polluants qui sont pas relâchés par les autres types de transport. Donc, l'industrie utilise un carburant qui s'appelle le mazout lourd, qui émet non seulement du CO2, mais aussi d'autres polluants comme les oxydes nitreux, les oxydes de soufre et des particules fines. Depuis 2020, il y a une régulation
plus importante par rapport à ça, je vais y revenir plus tard, mais ça reste quand même un des gros problèmes. Parmi les autres problèmes, on retrouve aussi que les bateaux, ça bouge, donc la pollution est envoyée à des endroits où il n'y en aurait pas eu nécessairement par les autres modes de transport, donc ça va affecter des endroits très fragiles comme l'Arctique ou certains endroits en haute mer. Et aussi, il y a beaucoup d'impacts indirects, en fait, qui sont causés par le transport. On a bien évidemment la délocalisation dont j'ai parlé précédemment. Donc, si on transporte, si on déplace une usine qui produisait, qui était alimentée à l'hydroélectricité vers un endroit où elle va être alimentée par du charbon, c'est des émissions indirectes qui sont attribuables au transport maritime, par exemple. Même chose aussi, c'est il y a aussi le phénomène qu'à cause de sa grande efficacité, il y a aussi beaucoup de, si on veut, de déplacements qui sont induits par cette efficacité-là, qui font en sorte qu'on va parfois dédoubler la construction de certains biens. Donc, par exemple, plutôt que de simplement déplacer une usine d'un endroit à un autre, on va séparer toute la production et vers des endroits. Donc, on va extraire le bois à un endroit, on va le transformer en carton à un autre, ensuite en boîte de carton, etc. Ça fait en sorte que c'est ça, c'est qu'on crée beaucoup d'inefficience. Excusez-moi, je me suis perdu un peu dans ce que je voulais dire. Donc voilà, pardon. Donc, à partir de ça, on peut identifier comme 5 grands défis de l'industrie du transport maritime en contexte de changement climatique et de transition énergétique. Le premier, évidemment, diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, diminuer les émissions d'autres polluants atmosphériques. Ensuite, de protéger les écosystèmes fragiles. Mais tout ça en maintenant soit les coûts de transport les plus bas possibles pour qu'elle continue d'avoir un peu sa raison d'être, ou, si ce n'est pas possible, en s'adaptant à des coûts de transport plus élevés. Parce que présentement, en fait, une des grosses raisons d'être de ce mode de transport-là, c'est que les coûts sont très bas. Donc, les deux premiers défis sont ceux sur lesquels le plus de travail a été fait de la part de l'industrie, mais les quatrième et cinquième, c'est vraiment là qu'on s'embarque dans quelle est la vision du futur des différents acteurs. Donc, comment est-ce qu'eux vont prévoir ce qui va se produire, puis comment est-ce qu'ils vont essayer de s'adapter aux changements qui vont s'en venir. Donc, dans ce contexte-là, on va s'intéresser un peu plus à ce que pensent les acteurs de ces défis-là. On sent vraiment une envie de changer, ou à tout le moins, on sent que les gens sont résignés au fait qu'ils doivent changer leur manière de fonctionner du côté de l'industrie. Il y a comme toute une série de conférences qui sont données, en fait, une quantité folle de conférences qui sont données sur la question des énergies vertes et de la transition énergétique. Là, j'ai seulement quelques exemples sur environ un 3 semaines de conférences que j'ai eues dans mes courriels. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très discutées. Mais ce qu'on peut retenir, en fait, de ça, c'est qu'une bonne part des efforts qui est fait pour justement la lutte au changement climatique et la transition se fait du côté de la transition énergétique verte, donc du passage d'une économie basée sur l'utilisation d'énergie fossile vers une économie basée sur l'utilisation d'énergie renouvelable. À la différence d'autres transitions énergétiques à travers l'histoire, puis là-dessus, je pourrais laisser Clarence en parler plus abondamment parce que c'est lui le spécialiste, mais la transition énergétique verte n'est pas propulsée ou motivée par des gains économiques ou d'efficience immédiats. Il n'y a pas une solution évidente qui est mise en place. C'est vraiment les acteurs qui doivent un peu déterminer vers quel futur ils veulent se diriger, puis un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ça rend le changement extrêmement complexe parce qu'on met en place des nouvelles politiques ou des innovations qui viennent répondre aux problèmes tels qu'on les conçoit aujourd'hui en fonction d'avenir désiré. Mais entre le problème à régler, notre compréhension de ces problèmes-là, notre capacité à les mettre en place pour les régler et la volonté de continuer à réaliser des profits, il y a comme beaucoup de place à faire des erreurs. Donc, pour mieux comprendre ce que les acteurs du transport maritime voulaient dire par transition énergétique, l'équipe de recherche dans laquelle je suis impliqué a organisé, en collaboration avec le Port de Montréal, une série d'ateliers de travail qui sont tenus à Montréal en mai 2019. On avait plus d'une centaine de participants. Un peu plus de la moitié étaient québécois, mais on avait aussi plusieurs invités de part en Europe, aux États-Unis puis dans le reste du Canada. On a essayé d'avoir une discussion quand même assez variée d'acteurs de manière à avoir des points de vue eux aussi les plus variés possibles. Les ateliers comportaient 2 parties. La première, c'était en fait un sondage auquel les gens répondaient live au travers d'une application. C'est un sondage sur en fait les avenirs possibles de l'industrie. On présentait une série de scénarios potentiels pour l'année 2030 et les participants devaient évaluer sur un axe le niveau d'impact,
pressenti sur l'industrie maritime, et de l'autre, en fait, la probabilité qu'ils pensent que cet impact aurait sur, que ça pourrait se passer. Donc, ici, en fait, est-ce qu'il y a des chances que cet événement-là se produise? Et ici, quel impact ça pourrait avoir? Donc, ici, on aurait un événement qui n'a aucune chance de se produire et qui n'aurait aucun impact. Puis ici, un événement qui est certain et qui aurait un impact majeur. La deuxième partie, en fait, était constituée des ateliers de travail eux-mêmes. Donc, les participants étaient répartis en équipes et devaient discuter d'une série de mesures à mettre en place pour se préparer aux différents avenirs qu'on avait suggérés auparavant. Donc, les participants devaient par la suite présenter leurs solutions et les placer dans des catégories qu'ils trouvaient les plus pertinentes. Juste comme une note, en fait, les scénarios et les catégories n'ont pas été créés spécifiquement pour la recherche que je suis en train de présenter ici. Les questions étaient parfois un peu précises et parfois exagérées, en fait, parce que l'objectif, c'était vraiment de provoquer puis d'encourager la discussion. Donc, toutes ces questions-là permettent quand même d'avoir un peu une petite idée des intentions des acteurs de l'industrie dans ce contexte-là. Donc, j'ai retenu quelques-uns des scénarios les plus probables qui auraient le plus grand impact potentiel selon les participants. Le premier, en fait, c'était qu'en 2030, la tarification du carbone va être rendue à 120 $ la tonne de CO2 équivalent. Plus de la moitié ont placé la probabilité d'occurrence excusez-moi, la probabilité d'occurrence à 4 ou 5 et la gravité entre un 3 et un 4. On a quand même été surpris par le niveau de gravité. On anticipait surtout que cette hausse de coût-là allait. En fait, on avait placé celui-là ici parce que c'est 120 $ la tonne, c'est déjà ce qui est prévu pour 2030. En fait, c'est même plus élevé que ça. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit déjà un peu préparé pour ça et qu'il juge que ça n'avait pas un impact majeur, mais on a vu quand même une grosse réaction à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. Cette même tendance-là s'est répétée dans le deuxième tableau. Donc, celui-là, on a vraiment présenté un scénario beaucoup plus extrême où là, on parlait de le prix du pétrole qui dépasse les 200 $ le baril et le prix de l'électricité qui dépassait 1 $ le kilowattheure. Donc, dans celui-ci, on anticipait que les gens allaient plus juger que ça aurait un impact important, mais pas nécessairement qu'ils allaient juger que ce soit probable. Et donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y en a quand même plusieurs qui étaient déjà préparés. Puis donc, dans les discussions qu'on a eues après, des scénarios de prix du pétrole brut qui dépassent les 200 $ étaient déjà anticipés par plusieurs des participants. C'était plus le 1 $ le kilowattheure qui en a réduit les ardeurs de certains, mais somme toute, on fait constater qu'il y avait une espèce d'anticipation que ces coûts de transport risquaient d'augmenter de manière assez importante dans les années qui allaient suivre. Finalement, le dernier tableau a fait un peu moins consensus. Donc, c'est qu'en 2030, les chaînes d'approvisionnement locales, la relocalisation et l'impression 3D vont remplacer l'approvisionnement et les procédés de production internationaux à cause des coûts énergétiques élevés. En gros, de ce dont on parle ici, c'est une reconfiguration complète du transport international. Donc, ça veut dire, en gros, une diminution de l'importance du transport maritime. Les participants semblent s'entendre évidemment que les impacts potentiels sont très grands, mais il y avait quand même une grosse variation sur les chances que ça arrive. Donc, encore là, on a tout de même été surpris que autant de gens, en fait, considèrent que ça puisse être une éventualité ou en fait qu'ils commencent à se préparer à ce genre de situation. En fait, qu'ils anticipent qu'il puisse y avoir d'aussi importantes diminutions du côté du transport maritime. Donc, en gros, avec cette première partie-là, on a pu constater que les participants anticipent ou, disons, craignent quand même une augmentation des coûts liés au changement climatique et à la transition énergétique, mais aussi qu'ils envisagent la probabilité d'un remplacement de plusieurs des trafics portuaires. Mais donc, ensuite, voir du côté des solutions, est-ce que ces solutions-là vont suivre un peu ce que c'est les risques anticipés laissaient présager? Donc, pour les deux premières catégories qu'on a ici, donc là, en fait, on avait installé sur un mur toute une série de panneaux comme ça, puis les équipes se mettaient ensemble pour essayer de trouver des solutions qui pouvaient un peu être casées dans chacune des catégories qu'on avait installées. Donc, là, ici, j'ai mis en fait les solutions qui concernaient surtout la question des remplacements des trafics. Donc, de ce côté-là, on avait quand même été surpris de voir qu'à peu près personne avait été intéressé par ces questions-là. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, en fait, il y a juste une équipe qui a parlé de la question de diminuer les trafics comme de pétrole ou de charbon à un certain moment.
Et donc, en fait, là où les gens se sont allés, en fait, on voit qu'après les discussions, les gens peltent un peu cette question-là par en avant. Donc, c'est des choses qui les préoccupent un peu, mais ils ne s'en soucient pas nécessairement outre mesure et ils attendent que les autres acteurs règlent le problème de leur côté. Ce que les acteurs de l'industrie maritime préconisaient plutôt comme solution, c'était tout d'abord intégrer les technologies numériques pour augmenter l'efficacité et prioriser les innovations pour augmenter l'efficacité. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait vraiment c'était comme de manière flagrante une célébration de l'optimisme technologique. Donc, vraiment, ils mettent vraiment de l'avant le fait qu'au travers d'innovation, au travers de l'innovation, puis au travers de nouvelles avancées technologiques, la plupart de leurs problèmes vont pouvoir être réglés. C'est vrai, je veux dire, en fait, il y a beaucoup d'enjeux technologiques qui doivent être réglés du côté du transport maritime. Ça, c'est indéniable. Par contre, on trouvait que les gens étaient vraiment centrés purement sur ces questions-là et vraiment moins sur la plupart des autres catégories. On avait environ une dizaine de catégories et la vaste majorité était vide ou avait un ou deux cartons. Puis c'était vraiment là-dedans que les gens s'étaient concentrés, sur lesquels ils avaient réfléchi, malgré les choses qu'on avait présentées préalablement. Pour la dernière partie de ma présentation, je vais m'intéresser un peu rapidement à ce qui est fait actuellement dans l'industrie pour surmonter ces défis-là. Nos ateliers étaient intéressants, mais ils étaient purement prospectifs. Donc, ils regardaient les projets en regardant les projets mis en place actuellement, on peut avoir une petite idée, une meilleure idée de la direction vers laquelle l'industrie s'en va. Donc, du côté portuaire, tout d'abord, vous excuserez le tableau peut-être un peu petit, mais en fait, on a réalisé une recension des projets mis en place par certains des plus importants ports à travers le monde au cours des dernières années. On les a classés par type d'impact qu'ils pourraient avoir, donc réduction des gaz à effet de serre, économie circulaire, etc. On a pu constater que certains ports comme Anvers et Rotterdam, surtout qui faisaient beaucoup de projets dans beaucoup de catégories, donc qui étaient vraiment investis dans cette question-là. Mais que le reste, en fait, avait souvent un petit projet ou des politiques qui étaient assez limitées. On a constaté aussi que Anvers et Rotterdam, c'était à peu près les seuls qui abordaient la question des changements des trafics. Donc, encore là, ce dont on discutait précédemment, d'essayer de penser à un avenir post-pétrolier. Donc, sans nécessairement dire que c'est vraiment nécessairement vers ça qu'on s'en va, c'était comme un peu les seuls qui mettaient des mesures expressément sur ce sujet-là. Pour ce qui est des... Oups, oui, c'est ça. Donc, c'est ces catégories ici, la recomposition de ces trafics, des tissus industriels et nouveaux trafics, ces mesures-là. Du côté des navires eux-mêmes, il y a en fait une grande mesure qui a été mise en place en 2020, donc OMI 2020, qui, en fait, c'est une politique qui venait limiter le contenu en oxyde de soufre des navires, l'un des polluants dont on avait parlé précédemment. C'est comme un peu la première étape d'un plan majeur de transition énergétique de l'industrie. Donc, en fait, ça visait à limiter le contenu en oxyde de soufre des navires, donc de 0,5 % en mer, de 0,1 % sur les côtes. Il y a toutefois quelques problèmes avec cette mesure-là. En fait, premièrement, on limite davantage le long des côtes, même si on sait que la plupart de ces polluants-là, même s'ils sont en mer, finissent par se rendre sur la côte. Et deuxièmement, la plupart des navires, en fait, il y a peu de navires qui ont vraiment fait un changement dans leur mode de propulsion. La plupart des navires, la solution qu'ils ont mise en place, c'est tout simplement acheter du mazout un peu plus vert, donc qui va avoir un contenu un peu moins élevé en oxyde de soufre, ou d'installer ce qu'on appelle des scrubbers qui vont nettoyer le carburant à la fin. C'est des machines qui coûtent quand même assez cher et surtout qui, en fait, ça contribue à émettre plus d'émissions parce que pour les faire fonctionner, il faut faire rouler plus de carburant. Donc, comme cette première solution-là de transition énergétique a, en fait, paradoxalement, augmenté les émissions de CO2 des navires. Il y a une deuxième portion, en fait, une deuxième partie de ce plan-là qui est OMI 2030, qui prévoit, dans ce cas-ci, une diminution de 40 % des émissions de GES. Puis donc, dans ce cas-ci, qui nécessiterait des nouveaux carburants. Par contre, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai ressorti un autre des tableaux qu'on avait présenté dans le cadre de nos ateliers de travail. C'est quelque chose, en fait, que il y a peu de confiance du côté de l'industrie par rapport au fait qu'on va réussir à vraiment atteindre cet objectif-là.
notamment parce qu'à cause de OMIE 2020, les navires ont déjà dû faire des gros changements dans leur. Ils ont déjà dû investir massivement dans les changements, dans leur changement de technologie et tout. Et comme les navires ont une durée de vie de 10 à 15 ans au minimum, c'est comme ils sont comme pas prêts à refaire ce changement-là à l'étape qui est. Surtout aussi que présentement, les technologies pour les navires à carburant vert ne sont pas vraiment à point. Donc, il y a beaucoup de scepticisme par rapport à atteindre ces plans-là. Donc, pour conclure, quels défis sont privilégiés par l'industrie? Donc, mes barres ne sont pas allées au bon endroit, mais bon. Il y a clairement une diminution des émissions de polluants atmosphériques et le maintien des coûts de transport bas. Donc, c'est vraiment là-dessus que les acteurs misent principalement. Il y a un peu d'accent qui est mis aussi sur la diminution des gaz à effet de serre, mais ça reste quand même en arrière-plan par rapport au reste. La protection des écosystèmes fragiles, elle est moins abordée. C'est disons une solution qui est laissée un peu de côté. Là. Je m'excuse, je voulais en parler plus, mais je manque un peu de temps. Et finalement, en fait, le choix qu'ils ont fait, il n'y a pas vraiment une adaptation à des potentiels coûts de transport plus élevés qui est fait du côté de l'industrie. Donc, présentement, ce qu'on espère, c'est trouver une solution qui va nous permettre de continuer, en fait, si on veut, un business as usual, mais avec de l'hydrogène. Mais il n'y a pas vraiment de solution qui est mise en place sur, OK, si les trafics portuaires, en fait, si la demande en transport portuaire diminue, qu'est-ce qu'on va faire? De ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'effort qui est mis de ce côté-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Alex, pour ta présentation. C'était vraiment intéressant. C'était cool de voir un matériau comme ça, des ateliers de travail. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver une autre fois aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. On va voir aujourd'hui plusieurs types de sources dialoguer entre elles. Donc, merci beaucoup, Alex. Ensuite, notre prochain présentateur, ça va être Madi Relfaoui, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières en histoire. Il a obtenu sa thèse en sciences, technologies et sociétés à l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse portait sur l'histoire nucléaire du Canada. Donc, Madi, je te laisse la parole. Tu as 20 minutes. Merci Clarence. Je vais partager mon écran. Parfait. OK, donc, depuis le début des années 50, le déploiement de l'industrie nucléaire civile a été accompagné par des discours promotionnels qui en font la solution parfois miracle à toutes sortes de problèmes ou d'enjeux de nature économique, sociale, voire même environnementale. Il suffit de penser au discours promotionnel des années 1950 qui en faisait, selon une formule consacrée, une énergie trop bon marché pour en calculer même le prix. Donc, en anglais, on disait « too cheap to meter ». Plus récemment, on peut aussi penser à la fin des années 2000 à la campagne promotionnelle qui a été menée par les grands industriels mondiaux du nucléaire autour du slogan de la renaissance nucléaire, en la présentant comme une solution au problème du réchauffement climatique en raison de ses faibles émissions de CO2 comparativement aux énergies fossiles. Au Québec, bien que la production d'électricité s'appuie essentiellement sur son potentiel hydraulique immense, le développement d'un programme nucléaire de grande envergure a quand même pourtant constitué une option très sérieuse qui a été discutée, promue et débattue du début des années 60 jusqu'au début des années 80 pour être finalement mise de côté. L'une des raisons qui peuvent expliquer le maintien d'un intérêt marqué pour le nucléaire pendant cette période réside sans doute dans les promesses dont cette source d'énergie était porteuse. Et donc, dans cette présentation, je vais essayer de reconstituer la trajectoire du programme nucléaire québécois durant cette période en essayant de mettre en lumière les promesses, les attentes, les représentations dont le nucléaire était porteur, en particulier pour Hydro-Québec et les gouvernements provinciaux qui se sont succédés. Donc, je vais analyser la période en 3 parties. Et dans chaque partie, je vais essayer de dégager une réponse à une question en particulier. D'abord, de 1963 à 70, essayer de comprendre pourquoi on a voulu faire du nucléaire au Québec.
Ensuite, de 70 à 77, qu'est-ce qui a maintenu l'intérêt pour cette forme d'énergie malgré les investissements massifs en hydroélectricité? Et puis, dans la troisième partie, qui va de 77 à 83, finalement, qu'est-ce qui a fait qu'on a finalement décidé d'abandonner cette option et de s'en désintéresser, pardon. Puisqu'au final, on n'aura construit que 2 réacteurs au Québec, à Gentilly, pas loin de Trois-Rivières. Donc, la première, Gentilly 1, qui a quasiment pas pu opérer, mais qu'on a essayé de faire fonctionner pendant 10 ans. Et puis, Gentilly 2, qui, elle, a fonctionné pendant 30 ans avant d'être mise à l'arrêt en 2012. Donc, en 1963, ça marque vraiment le début, on peut dire, de l'intérêt que va porter Hydro-Québec pour l'énergie nucléaire. Son président d'alors, Jean-Claude Lessard, va commencer à siéger sur le conseil d'administration de l'entreprise publique fédérale qui est détentrice du savoir-faire et de la technologie nucléaire, Énergie atomique du Canada. Donc, Hydro-Québec est devenu un élément majeur de la stratégie énergétique québécoise depuis la nationalisation récente et complète de l'électricité en 1963. Et donc, elle doit planifier ses besoins à long terme et envisager toute possibilité de développer son potentiel de production. Le nucléaire est alors, de façon générale, perçu comme la source d'énergie de l'avenir, celle qui va prendre le dessus sur toutes les autres et qu'il faudra donc obligatoirement maîtriser. Et par conséquent, Hydro-Québec considère qu'elle va devoir y investir le plus vite possible et y former sa propre équipe de spécialistes. Donc, ce qu'on retrouve dans les discours de l'époque, c'est un peu ce qu'on appelle la rhétorique de l'inéluctabilité, qui est une des caractéristiques des économies, des discours des économies de la promesse. Par exemple, on peut lire dans le rapport annuel d'Hydro-Québec en 1965 que l'hydroélectricité ne saurait constituer une source d'électricité sur laquelle on pourrait se fier à long terme. Donc, je cite, « Si considérable soit-il, le potentiel rentable à mettre en valeur, donc là on parle d'hydroélectricité, ne suffira pas à couvrir la charge au-delà de 1985. Dans ce contexte-là, seule l'électricité d'origine nucléaire pourra dans l'avenir faire concurrence aux usines thermiques classiques. » Ces discours-là qu'on retrouve dans les documents d'archives d'Hydro-Québec sont aussi partagés par les responsables politiques. Par exemple, le Premier ministre Jean Lesage, au moment où on fait l'annonce d'un accord entre Hydro-Québec et Énergie atomique du Canada pour la construction d'un premier réacteur, donc qui sera Gentilly 1, va dire « Il ne sert à rien de s'enfouir la tête dans le sable, je devrais peut-être dire de la plonger dans nos abondantes réserves d'eau. Nous sommes à l'âge nucléaire, il faut le reconnaître et essayer de prendre les mesures nécessaires. » Donc, il y a un peu comme c'était un peu une injonction qu'il faut absolument faire du nucléaire. D'un point de vue plus pragmatique, il y a, pour Hydro-Québec, se pose la question de l'augmentation du coût des lignes de transport qui résulte du fait que les centres de production sont de plus en plus éloignés des centres de consommation. Et donc, ça rend l'énergie nucléaire attrayante, en particulier si on pouvait installer des centrales à une distance raisonnable des grandes villes comme Montréal ou Québec. Et donc, c'est dans ce contexte-là, justement, qu'on va choisir le site de Gentilly, un peu à mi-chemin entre Montréal et Québec. Donc, le nucléaire est perçu comme la source qui va éventuellement se substituer à l'hydroélectricité dans le futur, mais elle suscite aussi l'intérêt pour une autre raison. Donc, on va s'en emparer tant chez les industriels que chez les politiques comme d'un symbole de progrès social et un moyen positif d'affirmer l'identité québécoise. Donc, on est ici dans le champ des représentations symboliques qui sont attachées à la maîtrise de l'atome et qui ne sont pas une spécificité du Québec. On les retrouve dans la plupart des pays qui ont développé un programme nucléaire civil dans l'après-guerre. Donc, plusieurs études historiques ont documenté cette association entre la modernité technologique du nucléaire et l'affirmation nationale. Donc, on parle des fois de technonationalisme, donc que ce soit en France, en Inde, en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Donc, on est en face d'une promesse de modernisation de la société québécoise à travers la maîtrise des applications les plus avancées de la science et de la technologie.
Donc, c'est une promesse qu'on retrouve à la fin des années 60, c'est certains responsables d'Hydro-Québec. Par exemple, le coordonnateur des projets nucléaires de l'entreprise, lui, il voit son travail comme étant sa part, si minime soit-elle, à l'édification d'un Québec moderne dont tous ses compatriotes seraient fiers. Le surintendant de la centrale Gentilly, lui, renchérit et promet que la centrale constituera un apport scientifique au patrimoine québécois, une école de formation, une porte ouverte sur l'avenir. Et ils sont rejoints en cela par le ministre des Ressources naturelles d'alors, Jean-Guy Massé, qui, au moment où on met en service officiellement Gentilly 1, donc en novembre 70, va parler d'un outil d'une exceptionnelle valeur qui va permettre au Québec de demeurer à la fine pointe de la technique et de la science appliquée à l'époque moderne. Donc, malgré l'enthousiasme qui est suscité par la mise en opération de Gentilly 1 en novembre 70, il n'en reste pas moins que c'est l'exploitation du potentiel hydroélectrique qui va demeurer la priorité du gouvernement de Robert Bourassa. Donc, dans la décennie à venir, le projet majeur qui doit occuper le devant de la scène énergétique, c'est le fameux projet du siècle, le projet de la baie James, dont l'annonce est d'ailleurs faite quelques mois après la mise en service de Gentilly 1 en avril 71. Cette priorité qui est mise sur le projet de la baie James par le gouvernement libéral et qui est justifiée par Robert Bourassa, notamment par le fait que la richesse du Québec, elle réside avant tout dans ses ressources naturelles, que c'est l'avantage comparatif décisif du Québec et qui donc il faut investir là-dedans. Ça permet aussi d'ouvrir le territoire nordique québécois. Donc, face à ces discours-là, le Parti québécois, donc le principal parti d'opposition, lui, va protester parce qu'il considère que ces investissements trop massifs vont nécessairement se faire au détriment du développement d'une future filière nucléaire d'Hydro-Québec. Et donc, pour justifier une place plus importante pour le nucléaire dans la stratégie, dans le mix énergétique québécois, le PQ va s'appuyer sur deux arguments. Le premier argument, il va puiser dans le registre de la promesse économique, celle d'une baisse à venir des coûts de construction du nucléaire. Donc, il y a diverses prévisions qui sont reprises par Hydro-Québec qui s'accordent à dire que le prix de l'énergie nucléaire est appelé à diminuer de façon importante jusqu'à en devenir plus rentable que l'hydroélectricité. Ces prévisions, elles reposent sur une hypothèse centrale, c'est la possibilité de réaliser des économies d'échelle sur les centrales qui seraient dotées dans le futur de puissances plus élevées que celles qui sont en construction au début des années 70. Par exemple, Hydro-Québec donne l'exemple d'une centrale de 1000 MW qui, en 1980, devrait coûter 25% moins cher qu'une centrale de 500 MW construite en 1970. Évidemment, Hydro-Québec ne dispose pas elle-même de l'expertise pour faire ces calculs savants. Et donc, elle va se fier le plus souvent à des études d'Énergie atomique du Canada, Ontario Hydro, ou à des firmes d'ingénierie américaines qui ont évidemment intérêt à présenter des études qui vont dans le sens de la baisse du coût du nucléaire. Le second argument qui est développé par le PQ, il renvoie à un autre élément qui revient fréquemment dans les discours de l'économie de la promesse, à savoir la rhétorique du retard technologique et industriel. Donc, autrement dit, du renoncement à développer la technologie nucléaire résulterait nécessairement une situation de déclassement et de dépendance à l'industrie étrangère. Donc, dans un dossier critique du projet de la baie James qui est publié en 1972, le Parti québécois va particulièrement insister sur la nécessité d'accentuer les investissements en nucléaire sous peine d'être, je cite, à la merci de l'industrie étrangère dans un domaine considéré comme vital pour l'économie du Québec. Donc, le PQ il craint que, faute d'investissement, le Québec finisse par accuser un retard technologique sur le reste du Canada ou sur d'autres pays. Et donc, cette crainte, elle est illustrée par un plaidoyer d'un de ses députés, Jacques-Yvan Morin, en 1976 à l'Assemblée nationale, qui va dire que
Si jamais il se faisait une grosse vente de réacteurs Candu à l'étranger, donc de réacteurs canadiens, ce n'est pas le Québec qui va les manufacturer parce que le savoir-faire est détenu par l'Ontario. Donc, derrière le projet de la BGM se profile le danger de voir le Québec, je cite, rater à nouveau une révolution industrielle, celle de l'énergie nucléaire et de ses utilisations dans divers secteurs manufacturiers. Donc, les positions du Parti québécois et du Parti libéral face au nucléaire vont se maintenir ainsi jusqu'au début de l'année 77. Du côté d'Hydro-Québec, même si la priorité est accordée à l'hydroélectricité, on conclut tout de même qu'à long terme, il va falloir mettre en place un programme de construction après dominance nucléaire. Et donc, c'est quelque chose qui est vu comme inévitable. Donc, l'étape logique pour Hydro-Québec après Gentilly 1, c'est de commander une seconde centrale, Gentilly 2, qui va permettre à ses ingénieurs de se familiariser encore plus avec la technologie et qui va être mise en service en 1973 avec une usine d'eau lourde proche des deux centrales, donc une usine qui produit de l'eau lourde, qui est le liquide qui est utilisé pour refroidir les centrales nucléaires notamment. Et donc, qu'est-ce qui va rendre pour Hydro-Québec l'option nucléaire incontournable malgré les investissements en hydroélectricité? C'est la demande d'électricité qui, selon ses prévisions, ne devrait cesser de croître dans les décennies qui viennent. Donc, on est ici dans une autre dimension importante de l'économie de la promesse, c'est à l'aide de modèles prévisionnels qui reposent souvent sur des hypothèses fragiles ou bancales, la prédiction d'un futur qui rend la technologie promue désirable, voire même incontournable. Et donc, dans ce contexte, Hydro-Québec va mettre en place en 1975 un programme d'équipement qui se base sur une prévision de croissance annuelle de la demande d'électricité de 7,75% à partir de 1985. Une prévision qui s'appuie sur l'essentiel sur une évolution linéaire de la demande sur les 20 années précédentes qui répondait au contexte particulier des 30 Glorieuses. Évidemment, comme vous le voyez sur le tableau que j'ai mis, la demande réelle va être très loin des 7,75% dans les 15 années suivantes, puisqu'on sera en moyenne plutôt autour de 2,6 ou 2,7%. Mais dans ce contexte, si on prend au sérieux cette prédiction d'Hydro-Québec, le potentiel des sites hydrauliques exploitables, donc rentabilisables, devrait être insuffisant à partir du milieu des années 80 et donc seule l'énergie nucléaire serait en mesure de prendre la relève. Et donc, le programme d'équipement d'Hydro-Québec, qu'est-ce qu'il prévoit exactement? Il prévoit qu'on construise un réacteur par année entre 85 et 90, 2 par année entre 90 et 95 et 3 par année entre 95 et 2000 pour un total de 30 gigawatts qui correspondent à peu près à 30 réacteurs qui devraient être installés à la fin du siècle le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, le président d'Hydro-Québec, Robert Boyd, lui, présente les choses ainsi. Il dit que l'électricité nucléaire devra occuper 3% des installations d'Hydro-Québec en 85, 9% en 90, 15% en 95 et 33% à l'an 2000. Donc, à l'an 2000, Hydro-Québec veut que le tiers de sa production d'électricité provienne du nucléaire. On va même mener des études sur 6 premiers sites qui devraient accueillir ces premières centrales-là, dans Beauharnois, Montmagny, Sainte-Croix-de-Lotbinière, par exemple. Donc, ça, c'est la situation jusqu'en 77. En novembre 76, le PQ remporte les élections provinciales, et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le programme d'Hydro-Québec soit soutenu par un parti qui s'est toujours montré favorable à l'expansion de l'énergie nucléaire. C'est le contraire qui va survenir, en fait. En février 77, le PQ annonce une politique qui va être plutôt orientée vers l'économie d'énergie et la poursuite de l'exploitation du parc hydroélectrique. Et cette orientation va être confirmée en novembre 77, puisque le PQ va adopter un moratoire sur la construction de nouvelles installations nucléaires qui est courant jusqu'au début de 1980. Donc, on va se limiter à Gentilly 1, Gentilly 2 et Gentilly 3 qui a été déjà commandé par Hydro-Québec, mais qui finalement ne verra jamais le jour.
Donc, on pourrait invoquer plusieurs facteurs pour expliquer justement le revirement de situation du gouvernement face au nucléaire. D'abord, il y a les répercussions de la crise du pétrole qui font en sorte que les questions énergétiques sont devenues des enjeux politiques majeurs. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont créées, qui en témoignent. Un bureau des économies d'énergie en 1977. On crée un poste de ministre de délégué à l'énergie pour la première fois. On publie 2 livres blancs sur l'énergie en 1977 et en 1978. Et donc, le PQ, à son arrivée au pouvoir, va plutôt interpréter, contrairement à Hydro-Québec, la crise du pétrole comme une opportunité, je cite, d'appliquer une politique de développement économique qui soit moins énergivore. Évidemment, à côté de cela, il y a aussi l'émergence des mouvements antinucléaires qui vont peser sur tous les débats qui entourent la planification énergétique à partir de 1977. Par exemple, à la commission parlementaire sur les ressources naturelles, terres et forêts de 1977, sur 28 mémoires déposées, il y en a 7 qui vont être contre l'usage de l'énergie nucléaire. À côté du discours qui prône l'économie d'énergie, le gouvernement va aussi développer un argumentaire qui est cette fois critique de la technologie nucléaire, notamment le coût de cette énergie, donc à l'opposé de ce qu'il prônait au début des années 70. Le ministre délégué à l'énergie va rappeler que l'inflation sur le prix des matières premières a fait exploser le prix de l'uranium, qui est passé de 8 à 40 $ en l'espace de 4 ans. Les coûts de construction des centrales ont aussi explosé. Par exemple, le coût estimé de Gentilly 2 est passé de 300 millions en 73 à près d'1 milliard en 78. Et donc, sur ces 2 points, le gouvernement tient un discours proche de celui du mouvement antinucléaire qui émerge. On peut interpréter aussi le revirement de situation du Parti québécois comme un désir de prendre une place plus importante dans la définition des orientations et de la planification des besoins énergétiques du Québec, un domaine qui s'est plus ou moins, qu'Hydro-Québec s'est plus ou moins arrogé jusque-là. Donc, une manière d'affirmer la prérogative gouvernementale, c'est de s'opposer au plan d'équipement d'Hydro-Québec. Un autre argument qui est développé par le Parti québécois, c'est celui de la dépendance au Canada que crée le recours à l'énergie nucléaire. Donc, on n'est plus dans l'idée du techno-nationalisme, mais inversement dans l'idée que l'industrie nucléaire se concentre essentiellement en Ontario. Et donc, elle est dominée par Énergie atomique du Canada. Et une fois arrivée au pouvoir, dans une perspective indépendantiste, ça devient délicat pour le Parti québécois de planifier son futur énergétique en s'appuyant sur une technologie sur laquelle il n'a finalement très peu, voire pas de contrôle, et qui par conséquent le met en rapport de dépendance face à l'entité de laquelle il veut se séparer. Donc, par exemple, le ministre de l'Énergie va dire que la production nucléaire implique des éléments de machinerie, d'eau lourde, d'uranium qui ne sont pas contrôlés à partir du Québec. On va parler d'une usine, encore une fois, de la Prade comme d'une usine de production qui ne sert pas les besoins du Québec, mais qui sert à l'exportation vers d'autres provinces canadiennes. Donc, entre 80 et 83, finalement, le gouvernement de René Lévesque va mettre sur place 2 commissions parlementaires où on va discuter les enjeux énergétiques. Et finalement, le consensus qui va ressortir de ces 2 commissions parlementaires, c'est qu'on ne va pas totalement abandonner le nucléaire, mais on va se contenter d'exploiter la centrale de Gentilly 2 pour conserver une expertise dans le domaine nucléaire, et ce qui sera effectivement le cas. Donc, les promesses du nucléaire et les différentes représentations qui lui ont été associées, tant par Hydro-Québec que par le gouvernement, expliquent en partie la persistance de cette option dans la planification de l'avenir énergétique du Québec dans les années 60 et 70. Comme dans le cas d'autres technologies, dont la crédibilité repose sur des attentes qui souvent finissent par ne pas se réaliser dans les proportions initialement espérées, le nucléaire au Québec va se heurter à un certain nombre d'éléments qui vont contribuer à faire dégonfler sa bulle et lui faire finalement occuper une place marginale dans le paysage énergétique québécois, et ce jusqu'à sa disparition en 2012. Donc, parmi ces éléments, comme je l'ai dit, on peut penser à la montée des mouvements antinucléaires, le renversement de la perspective sur le nucléaire qui est désormais vu
comme une technologie qui crée une dépendance énergétique au Canada, plutôt qu'une situation d'indépendance énergétique. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madi, merci beaucoup. Super important d'avoir ce regard historique, je pense, même si je prêche pour ma paroisse. Donc là, on a à peu près 10-15 minutes pour des questions, des échanges. Comme je l'ai dit au début, si vous voulez intervenir, vous pouvez soit lever la petite main, raise hand, ou si vous cliquez sur réaction dans Zoom, c'est une manière, ou sinon, vous pouvez poser la question dans le chat. Donc, si vous voulez, moi je peux… Ah, OK, Florence. Parfait. Je lis la question de Florence. À ton avis, Madi, faisons-nous face à une réactivation des promesses du nucléaire aux États-Unis, entre autres générées par Bill Gates et ses investissements dans ce type d'énergie? Madi, est-ce que tu veux répondre à ça? Oui, pas seulement aux États-Unis. En fait, la question qui entoure la réactivation de la construction de nouvelles centrales nucléaires actuellement, elle est motivée essentiellement par les discours qui entourent le réchauffement climatique, comme je l'ai dit au début de présentation. Ensuite, est-ce qu'aux États-Unis, ça va se matérialiser ou pas? Je ne sais pas nécessairement. Je sais qu'actuellement, en Europe, il y a beaucoup de débats entre différents pays européens pour savoir est-ce qu'on inclut justement le nucléaire comme faisant partie des technologies qu'il faut subventionner car elles contribueraient à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est un rapport de force qui est essentiellement politique dans ce cas-là. Aux États-Unis, je ne pourrais pas te dire exactement, je ne connais pas très bien la situation. OK, merci Madi. Je ne vois pas de main, je ne vois pas de chat, je me lance. J'ai une question pour Alex et ensuite j'ai une question pour Madi, donc je vais énoncer les deux, puis vous pouvez répondre à tour de rôle si vous voulez. Alex, j'ai la première question pour toi. Tu l'as mentionné, tu as parlé de l'hydrogène, mais il me semble que l'hydrogène, ça revient beaucoup dans les débats aujourd'hui sur la transition énergétique comme une sorte de source d'énergie, vraiment de la promesse qui permet de passer à côté des questions un peu plus difficiles de consommation, de production, etc. J'aimerais ça savoir, tu l'as mentionné, mais est-ce que tu pourrais dire un peu plus, donc dans le domaine du transport maritime, selon ce que tu vois, jusqu'à quel point est-ce que l'hydrogène est incanté comme une sorte de réponse un petit peu à tous les problèmes de l'industrie maritime? Ça, c'est ma question pour Alex. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que dans l'opposition au nucléaire dans les années 70, donc les raisons pour ne pas construire plus de centrales nucléaires, est-ce qu'il y a des arguments spatiaux qui reviennent? Donc, je vais expliquer un petit peu plus ma question. J'écoutais récemment une conférence de Thomas Turnbull qui travaille sur l'histoire de l'efficacité énergétique. Et lui, dans les années 70, il travaillait sur la Californie et il montrait qu'une des raisons principales pour lesquelles on a mis en avant l'efficacité énergétique, c'était parce qu'à cette époque-là, avec les prévisions de demande dont tu as parlé, qui étaient doubler la demande d'électricité chaque 8 ans, c'était soit on va devoir construire plein de centrales nucléaires le long de la côte californienne, donc ça a des effets sur les paysages, sur l'esthétique, sur l'espace finalement, soit ça, ou soit on fait le choix de l'efficacité énergétique, où évidemment il y avait d'autres options. Est-ce que ça, tu as vu ça parce que tu parles de 30 centrales construites le long du fleuve Saint-Laurent? C'est quand même, je sais que le nucléaire dans les années 50-60, l'esthétique du nucléaire, c'était quelque chose qui était glorifié, c'est comme Gabriel Eck l'a montré un petit peu, mais en même temps, ça tourne peut-être dans les années 60-70 avec un regard différent. Est-ce que tu as vu une opposition donc à ça, parce que c'est quand même impressionnant, 30 réacteurs nucléaires le long du fleuve Saint-Laurent, d'un point de vue du paysage, par exemple, on sait toute l'opposition qui est générée par la construction de lignes à haute tension, même dès les années 60-70. Est-ce que ça aurait été une cause d'opposition au nucléaire? Donc, je vous laisse répondre à tour de rôle. Oui, ben, d'abord pour l'hydrogène, effectivement, oui, il y a toute une portion d'acteurs de l'industrie de transport maritime qui est vraiment comme, je ne veux pas parler de secte, mais comme vraiment de beaucoup, une espèce de cœur
va vanter les bénéfices de l'hydrogène, qui vont travailler très, très fort pour essayer d'apporter ça. Mais il y a aussi quand même, surtout du côté des ports, un peu une certaine réserve en fait par rapport à cette énergie-là, notamment parce qu'il y a présentement beaucoup de si on veut, de problèmes sur son application sur les navires. Mais oui, en effet, c'est comme par beaucoup, c'est vanté comme la solution qui permettrait, en fait, comme je disais, genre business as usual, mais avec de l'hydrogène, c'est-à-dire comme un peu la solution qui permettrait de maintenir le transport maritime tel qu'il est présentement, tout en restant vert. Parce que c'est la grosse question, là, comme un des enjeux qu'il y avait eu avec présentement avec OMI 2020, c'est justement que les coûts de transport, les coûts de carburant augmentent drastiquement quand on diminue le contenu en soufre. Donc là, c'est vraiment cette recherche-là d'un autre carburant qui pourrait améliorer ça, mais il y a quand même beaucoup de scepticisme par rapport à l'hydrogène parce que justement, un des problèmes qu'il y a présentement, c'est que c'est excessivement cher. Donc pour beaucoup, c'est pas nécessairement la solution. Et je pense que plutôt que l'hydrogène, il y a il y a beaucoup de gens qui vont vanter les biocarburants. En fait, que c'est beaucoup de ce côté de cette filière-là qu'il y a des choses parce que, en fait, les biocarburants, on pourrait techniquement continuer à opérer les navires de la même manière qu'on le fait présentement. Là, il y a beaucoup de biocarburants marins qui permettraient de même pas avoir à changer les moteurs, pas avoir à changer quoi que ce soit. Puis, donc, pour l'industrie maritime, je pense que je dirais qu'il y a de ce côté-là aussi, qu'il y a cette espèce de promesse-là que c'est ça. Mais je pense que le consensus va que pour beaucoup des acteurs, on veut essayer de garder la situation telle qu'elle est présentement, mais simplement essayer de trouver un carburant de remplacement. Parfait, merci. Oui, donc pour répondre à ta question, en fait, quand j'ai dit 30 réacteurs, ça ne veut pas nécessairement dire 30 sites différents. Souvent, on peut construire une centrale, ça peut être un regroupement de 3, 4 réacteurs, comme par exemple à Bruce en Ontario, où il y a la centrale de Bruce, c'est 4 réacteurs différents. Donc, ça n'aurait probablement pas été 30 sites répartis sur le Saint-Laurent. Combien exactement, je ne sais pas. Donc, les premières études, elles portaient sur 6. Je ne sais pas combien ils en auraient rajouté ensuite. Mais je te dirais que moi, en regardant les arguments principaux de regroupement comme le regroupement pour la surveillance du nucléaire, ou il y a un autre regroupement qui était très actif aussi à l'époque, s'appelait l'Alliance Tournesol. Les deux principaux arguments qui reviennent, c'est d'abord le risque, parce qu'il ne faut pas oublier que 79, c'est l'accident de Three Mile Island aux États-Unis. Et donc, la critique elle porte vraiment sur le fait que le nucléaire n'est pas une technologie qui est maîtrisée. Et donc, elle comporte des risques de catastrophe. Aussi que le Québec n'a pas besoin du nucléaire. Et puis, il y a toute la question de l'association entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Donc, il y a aussi la critique, elle porte sur le fait qu'en construisant tant de centrales, le Québec contribue à la prolifération. Donc, c'est plutôt ces arguments-là, moi, que j'ai vus, même si je n'ai pas concentré l'essentiel de mon étude sur les groupes antinucléaires. Donc, il faudrait voir, Stéphane Savard a plus travaillé sur eux que moi. Mais moi, ce sont les deux arguments principaux dont je me souviens. Donc, ce sera une présentation donnée par Hélène Madénian, doctorante à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Urbanisation Culture Société. Sa thèse porte sur le rôle des discours dans la gouvernance climatique urbaine. Elle s'intéresse aussi aux notions de ville carboneutre et résiliente. Hélène, c'est à ton tour, tu as 20 minutes. Merci Clarence, bonjour à toutes et à tous. Il faudrait me donner le partage d'écran pour que je puisse mettre mon PowerPoint. Ça devrait être fait. Ouais, c'est en train d'arriver. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien? C'est parfait. Ok, alors j'y vais, puis je lance le chrono. Clarence, n'hésite pas à me faire signe si tu vois que je dépasse. Ouais, je t'écrirai dans le chat, Hélène, okay. 2 minutes avant la fin. Ok, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à ce panel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma recherche doctorale. J'en suis actuellement à la collecte de données de mon terrain. Donc, c'est un bout des résultats, mais qui sont évidemment préliminaires. Et donc, c'est une partie de ma recherche, parce que comme disait Clarence, je m'intéresse à la gouvernance climatique urbaine, mais là, j'ai vraiment me concentrer sur la notion de carboneutralité pour les villes. Donc, l'intitulé de ma présentation est la capacité de projection dans le futur des discours sur la ville carboneutre, avec donc le cas de Montréal.
Alors, pour commencer immédiatement dans le vif du sujet, on va déjà un peu définir ce qu'on entend par le concept de discours. Donc, ici, je vous présente des éléments de définition. Donc, le discours, pour Ayer, c'est un ensemble spécifique d'idées, de concepts, de catégorisation qui sont produits, reproduits et transformés dans un ensemble particulier de pratiques et à travers lesquelles un sens est donné aux réalités physiques et sociales. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'en fait, à travers le discours, on arrive à comprendre un peu les idées qui sont véhiculées, comment on façonne notre monde et les décisions qu'on va prendre. La Chloé Mouffe nous dit aussi que le discours permet de fixer un sens à un moment donné, à des termes, à des mots en particulier. Donc, pareil, nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder dans le cas de ma recherche, c'est ce qu'on appelle les discours dominants. Donc là encore, c'est important de comprendre de quoi on parle. Notamment, un discours dominant, c'est cette capacité à donner un sens à des termes en les liant les uns aux autres et en leur donnant une idée, une force politique. Et puis, ils vont se concrétiser en fait dans la vie, dans des instruments, des politiques publiques, des outils qu'on met en place. Et on va comprendre en fait comment ce discours se met en place en analysant ces différentes actions. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment on va lier le discours donc, au futur. Et notamment, ça va être possible via le concept d'attente qu'on étudie en STS. Donc, Anderson nous dit « Le futur est toujours entre l'ici et maintenant. Un futur désiré peut inciter à l'action dans le présent. » En effet, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, on essaie de réfléchir au futur et à ce qu'il va représenter, ce qu'il va être pour décider des actions à poser aujourd'hui et maintenant. Donc, comme je vous disais, le concept d'attente étudié en STS peut vraiment nous aider à faire ce lien entre présent et futur. Donc, Conrad nous dit qu'il y a des attentes individuelles d'un côté, qui sont dans ce cas-là attribuables à un acteur en particulier, mais aussi on a des attentes collectives, ce qui va davantage nous intéresser ici, qui sont en fait des attentes qui sont partagées par le plus grand nombre, qui sont même peut-être prises pour acquises à tel point qu'elles peuvent aussi parfois fermer en fait le débat et la façon d'entrevoir le futur dans la mesure où on pose des attentes particulières partagées par tous. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que les attentes et les discours finalement ont des rôles performatifs. Donc, par cela, on entend le fait qu'on va créer des alliances et des intérêts communs entre différents acteurs et ça va en fait les positionner les uns par rapport aux autres et créer des obligations, des contraintes en fait pour aller pour réaliser en fait ces attentes. Et le discours permet notamment de comprendre en fait comment on va essayer de mettre un rôle performatif dans ce qu'on dit et comment on va essayer de le concrétiser. Donc ça fait un peu le tour des définitions autour des discours. On pourra y revenir au besoin, mais je pense que José va en parler également dans sa présentation. L'autre point qui est important à comprendre pour mettre la table, c'est la place des villes dans tout ça, au cœur des discours environnementaux. Donc là, on a besoin de faire un petit peu un retour historique. Donc ça va aussi avec les présentations précédentes. En commençant par le discours sur la modernisation écologique. Donc, pour faire un retour rapide, à partir des années 70, en gros, les problématiques environnementales prennent le devant de la scène. On se rend compte qu'elles se multiplient, qu'elles touchent les différents aspects de notre vie. Et donc, on a le concept de modernisation écologique qui apparaît, qui, ailleurs, nous dit c'est un principe qui essaie de réconcilier, en fait, d'un côté, la croissance économique qu'on a connue jusque-là, et résoudre en même temps en fait, les problèmes environnementaux. Et ça peut se faire grâce à une approche réglementaire. Donc, on va privilégier en fait, des innovations qui sont techniques et procédurales. Et on va changer tout ça dans les institutions politiques, économiques et sociales. En fait, on va internaliser les problèmes environnementaux et essayer de les régler de cette façon-là. Donc, on essaye un peu de mettre des patchs sur l'existant, on va dire. Il y a plusieurs critiques de la modernisation écologique. La première, c'est que c'est une vision assez occidentale de faire les choses par rapport à nos sociétés industrielles, libérales, etc. On va essayer un peu de changer un peu la donne tout en continuant un business as usual. On fait une promotion de l'adaptation qui est technologique, une certaine façon de voir l'économie de marché et on cherche la collaboration et le consensus. Mais c'est aussi une façon de ne pas regarder vraiment le contexte social et on évite des questions éthiques. Donc, on fait la promotion en fait, d'une internalisation de ces problèmes environnementaux dans une situation existante qu'on va régler par des approches déjà prédéfinies, donc techniques et réglementaires. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça pose les bases, en fait, cette modernisation écologique, d'une certaine façon de voir les problèmes environnementaux qui a encore une conséquence jusqu'à aujourd'hui.
À cela, en fait, arrive dans les années 80 le concept de développement durable. Là encore, José, je pense, va en parler beaucoup plus dans sa présentation. Mais donc, pour faire un petit rappel, c'est un concept qui arrive dans les années 80, en 87, qui est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Moi, ce que je veux souligner ici, c'est qu'en fait, le développement durable, ce qui est intéressant dans le cadre de ma recherche, c'est qu'il va vraiment essayer de s'opérationnaliser à travers les villes. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, on va vraiment mettre un peu la charge du développement durable, de la durabilité sur les villes, qu'on voit comme le palier de gouvernement le plus à même de mettre en place donc, cette conciliation de 3 piliers qui sont les piliers économiques, le pilier social et le pilier environnemental. Donc, les solutions concrètement au niveau des villes dont on fait la promotion, c'est une mise en place de certaines bonnes pratiques et de nouvelles normes dans les projets urbains. On peut penser notamment à peut-être celle qui parle au plus grand nombre, c'est la ville compacte versus la ville dispersée. Donc, on essaye de densifier la ville, de faire moins d'étalement urbain, etc. En tout cas, c'est ce qui est annoncé dans les discours. Après, ce n'est pas forcément ce qui est fait dans les actes. La critique de tout ça au niveau des villes, en tout cas pour le développement durable, c'est qu'Holden nous dit que c'est un concept qui est sticky and slippery. Donc, on a une certaine injonction à la durabilité urbaine. Donc, on la met partout dans tous les documents. C'est quelque chose que les urbanistes, les aménagistes recherchent. Pourtant, on ne sait pas exactement comment l'opérationnaliser. Donc, c'est slippery dans le sens où c'est un peu libre à interprétation et on n'a pas de recette miracle pour la mettre en place. Encore une fois, la dimension sociale est souvent négligée parmi donc, les 3 piliers dont je vous parlais, donc économique, social et environnemental. Notamment, les questions de justice sociale et environnementale sont souvent mises de côté. On va beaucoup s'intéresser au pilier économique. Et finalement, certains auteurs nous disent que c'est aussi une technique de marketing pour les villes qui se disent ville durable et ville verte, donc des discours qui ne sont pas forcément suivis d'actes ou d'actions très concrètes. Donc là, on arrive au début des années 2000, on va dire. Le développement durable est encore quelque chose qui existe au niveau des villes, mais on est rattrapé par une réalité qui est donc la prise de conscience des changements climatiques, avec les villes qui sont pointées du doigt pour plusieurs raisons. Donc en fait, on se rend compte rapidement que les villes sont touchées à 3 niveaux. Premièrement, elles sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, le CO2 notamment, liées à leurs activités en fait, sur leur territoire, que ce soit les industries, le transport, etc. Ensuite, elles sont très vulnérables au changement climatique. On peut penser au niveau des villes, aux îlots de chaleur urbains, aux inondations urbaines, etc. Donc, elles sont impactées directement par ces changements climatiques dont elles sont en partie les causes. Mais elles sont aussi vues comme des solutions. Donc, autant elles étaient vues comme le palier de gouvernement le plus à même de mettre en place la durabilité, autant maintenant elles vont être vues comme le palier de gouvernement le plus à même de lutter contre les changements climatiques. Et ce, de 2 façons. Donc, d'un côté, la mitigation ou la réduction des gaz à effet de serre, et de l'autre, l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de cette présentation, je vais m'intéresser au bloc de gauche qui consiste en la réduction des GES et plus particulièrement sur le concept de carboneutralité. Donc, la carboneutralité, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut bien définir ce que c'est. C'est une approche comptable. En fait, dans la carboneutralité, ce qu'on dit, c'est que d'un côté, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de l'activité humaine. De l'autre, on va absorber ces émissions ou les supprimer pour arriver à un bilan comptable qui est nul. Donc ça, c'est la définition de base de la carboneutralité. Après, comment elle se met en place, c'est une autre histoire. Donc, du point de vue des villes, notamment, les solutions qu'on va préconiser, qu'on va rechercher, ça va être de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'énergie. Et concrètement, dans les villes, ça va passer par quoi? Ça va passer par réfléchir à la forme urbaine, le cadre bâti, donc nos bâtiments pour qui consomment moins d'énergie, nos transports, donc pareil, qu'ils soient moins polluants, moins consommateurs d'énergie, et donc qui créent moins de GES. Et de développement de technologies. Là encore, reste à définir ce qu'on dit derrière technologie. Évidemment, ce n'est pas si simple à mettre en place. Il y a différents défis et critiques autour de la carboneutralité pour les villes. Le premier que vous connaissez sûrement, c'est le concept de verrouillage carbone, donc carbone lock-in de une rue, qui nous démontre très rapidement, en fait, au début des années 2000, que nos sociétés sont prises dans une situation de verrouillage lié au carbone. C'est-à-dire que nos sociétés de production, consommation sont vraiment basées sur les énergies fossiles. Donc, ce n'est pas si facile d'en sortir. On a créé des sentiers de dépendance. Donc, il ne suffit pas de le dire pour y arriver. Ça prend des changements structurels majeurs,
tant d'un point de vue de la production, de la consommation. Donc ça, évidemment, c'est valable pour les villes, mais plus globalement pour le monde entier. Ensuite, on a des auteurs comme Jonas, Gibbs et Weil qui nous parlent du contrôle du carbone. Donc, à partir du début du siècle, on va vraiment s'intéresser à quantifier les gaz à effet de serre, notamment le CO2, et à essayer de le contenir et de le maîtriser, on va dire, notamment via des techniques comme le marché du carbone. Donc, on va s'échanger des droits de polluer, des droits d'émettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une approche très comptable et très technique, on va dire, on quantifie des choses, on les échange, on les monétise, mais qui ont aussi ses limites, c'est-à-dire à quel point on réfléchit aux enjeux plus globaux, aux enjeux sociaux notamment, ou environnementaux. On est vraiment purement sur des mathématiques, on va dire. Ensuite, on a aussi des différents défis autour de la carboneutralité, donc des défis techniques et financiers. Comment on fait pour devenir une ville carboneutre, mettre en place des nouvelles technologies, comment on finance tout ça, qui va prendre part à ce financement. On a des défis sociaux, c'est-à-dire devenir carboneutre, ça touche qui, quels acteurs, est-ce qu'il y en a qui vont être perdants dans cette transition vers la carboneutralité? Et évidemment, des défis politiques dans le sens des discussions et des prises de décision politiques sur comment on veut faire la ville carboneutre. Donc là, après ces quelques diapos, on se rend compte donc depuis la fin du XXe siècle, on a donc des modèles et des discours de villes qui essaient d'intégrer les questions environnementales et plus récemment la question spécifique des changements climatiques. Ça, je vais y revenir un petit peu après, mais la ville carboneutre devient un idéal. Beaucoup de villes se réclament de la carboneutralité, notamment pour 2050. Mais on se rend compte évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle pour la mettre en place. Donc, il y a beaucoup de discours qui soulèvent des questions et des critiques quant à la façon de mettre en place cette carboneutralité. Donc ici, moi, je vais m'intéresser à cette question qui est comment la prédominance et la circulation de certains discours climatiques jouent sur la capacité d'agir aujourd'hui pour 2050. Donc, pour répondre à cette question, je vais m'intéresser au cas de Montréal. Et donc, j'ai une méthodologie qui s'appuie sur de l'analyse de documents, 30 entrevues semi-dirigées et 2 autres projets de recherche auxquels je participe en tant qu'assistante de recherche. Une qui est le Labo Climat Montréal qui s'intéresse davantage à l'adaptation au changement climatique et une autre recherche qui fait une comparaison entre Montréal et Vancouver sur les plans climat qui sont sortis récemment dans les 2 villes. Ici, je pense que je vais passer rapidement parce que je pense que notre audience est globalement montréalaise et québécoise, mais c'était pour faire un rappel que Montréal, Tiohtià:ke, est situé dans la province du Québec, qui est donc souvent une province qui est vue comme un peu un leader climatique dans la mesure où elle a un marché du carbone et qu'elle s'appuie sur l'hydroélectricité. Néanmoins, la principale source d'émissions de GES au Québec est le transport à 45% et à Montréal, on est proche, on est autour de 40% également. Alors, je vous fais un petit retour historique sur ce qui s'est passé à Montréal depuis le début du siècle en termes environnementaux, on va dire. Donc, comme toutes les autres villes globalement à travers le monde, Montréal s'est d'abord intéressé à mettre en place des plans de développement durable. Donc, on a 3 plans consécutifs. Le premier en 2005, le dernier en 2016, qui traite de la durabilité urbaine dont je vous parlais. Puis, peu à peu, la question des changements climatiques s'impose avec un plan de réduction des GES, un plan d'adaptation au changement climatique et une stratégie d'électrification des transports. Tout ça nous amène globalement jusqu'à 2017, quand Projet Montréal est élu pour la première fois donc, à la mairie, qui se veut un parti plus environnementaliste que les précédents, et qui va vraiment placer la lutte au changement climatique au cœur de son action et de ses discours. Ça correspond aussi à un moment dans l'opinion publique au niveau international et au Montréalais aussi, aux grandes manifestations, aux grandes marches pour le climat, donc on pense à 2019 notamment. Et donc l'équipe de Valérie Plante s'engage en fait à produire un nouveau plan climat qui doit mener Montréal vers la carboneutralité. Donc, c'est ce qui se passe ici dans cette deuxième partie de la frise. Donc, en 2018, on a la création du Bureau de la transition et de la résilience à la ville de Montréal. Donc, c'est une nouvelle entité qui relève directement de la direction générale et dont le mandat est justement de créer ce nouveau plan climat 2020-2030 qui va sortir en décembre 2020. En fait, autour de son plan climat, il y a d'autres plans intéressants aussi qui sortent. On ne pourra pas tous les passer en revue aujourd'hui, mais il y a un plan stratégique, le Montréal 2030, le projet des villes qui va mener ultimement un nouveau plan d'urbanisme et de mobilité qui va apparaître en 2023, qui va projeter la ville vers 2050, et une stratégie d'électrification des transports qui est sortie il y a quelques semaines. Tout ça pour nous mener donc vers la carboneutralité en 2050.
Alors, si on regarde plus en détail, donc ce fameux plan climat qui est sorti en décembre 2020, c'est un plan climat donc, dont le sous-titre est pour une ville inclusive, résiliente et carboneutre, et qui pose en fait des objectifs de réduction de GES, notamment de 55% d'ici 2030, donc de carboneutralité d'ici 2050, et d'autres objectifs en lien avec la réduction des émissions de GES, notamment réduction de la part de l'auto solo, augmentation des véhicules électriques, etc. Je n'aurai pas le temps de passer à travers tout, et qui se décline dans 5 chantiers que vous voyez, donc ABCDE tout en bas, donc mobiliser la communauté, agir évidemment sur l'aménagement du territoire, sur les bâtiments, avoir une ville qui elle-même est exemplaire et avoir des principes de gouvernance qui permettent de mettre tout ça en place. Donc ici, je vais rentrer sur la base de ce plan climat sur 3 choses, 3 découvertes de mon terrain qu'on va pouvoir discuter, qui sont évidemment encore à l'étape de réflexion. Donc vos inputs seront les bienvenus. Donc le premier, ce qui me semble intéressant de regarder, c'est comment ce plan climat a été mis en place en fait. C'est une approche globalement qu'on qualifierait d'approche d'experts. C'est beaucoup ressorti dans les verbatims et dans la façon dont on m'a décrit cette approche. En fait, on a 2 principales fondations à Montréal, la Fondation Trottier et la Fondation David Suzuki, qui se sont alliées au C40, qui est un réseau transnational qui promeut justement la lutte au changement climatique au niveau des villes. Et donc, ils ont conclu un accord en fait, pour sortir un nouveau plan climat d'ici, avant la fin 2020, pardon. Et donc, ils sont alliés avec une firme qui s'appelle Dunsky, qui travaille sur la modélisation technico-économique. Donc, on modélise en fait comment les GES vont évoluer suivant différents paramètres. Et à partir de cette modélisation, on va pouvoir réfléchir à quelles actions poser pour la mise en place d'un plan climat. Donc, cette équipe, en fait, est parlée directement à la mairesse de Montréal, a constitué un comité consultatif de 19 personnes avec différentes parties prenantes sur le territoire montréalais, donc des entreprises, des institutions, etc. Et c'est entouré de 5 sous-comités avec 60 experts, c'est comme ça qu'ils sont nommés, donc des gens de l'aménagement, du bâtiment, du transport, etc., pour réfléchir donc, à des actions à mettre dans ce fameux plan climat. Donc, ce comité, d'un côté, travaillait de l'autre côté avec le Bureau de la transition et de la résilience, qui lui-même alimentait sa réflexion grâce aux différents services de la ville de Montréal et aussi via ce que le public avait dit pendant des consultations publiques, notamment celle de 2015, qui réfléchissait à comment sortir Montréal des énergies fossiles. Donc, cette réflexion qui a duré une année et quelques, on va dire, a donné lieu à ce fameux plan climat. Et moi, ce que je trouve, ce qui est frappant dans cette approche, c'est vraiment la façon... Enfin, déjà, on peut se questionner en fait, sur les personnes qui étaient autour de la table pour décider de ce plan climat. Et puis, forcément, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en fait, sur le contenu du plan en tant que tel. Ensuite, une action qui a été beaucoup mise de l'avant dans le plan climat, qui était beaucoup reprise au moment de la conférence de presse de la sortie du plan climat, c'est le fait de mettre en place une zone zéro émission au centre-ville en 2030. Donc, c'est encore très flou, honnêtement, sur la façon dont ça va être fait, où exactement, etc. Mais on se rend compte en analysant cette partie du plan que c'est ce qu'on peut appeler un fixe technologique. Donc, c'est vraiment en mettant des voitures électriques et des technologies futures qu'on va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une façon d'expérimenter dans la ville, chose qui se fait de plus en plus dans les villes. On prend un petit territoire, puis on essaye des nouvelles choses pour démontrer en fait, qu'on peut arriver à de nouvelles solutions. Et aussi, c'est une façon un peu de faire du marketing et de rester dans une espèce de compétition entre villes, notamment Montréal se réclame de grandes villes comme Los Angeles, Paris ou Londres, pour dire que ces villes vont aussi mettre en place des zones zéro émission, et donc Montréal, évidemment, se doit de le faire. Donc, une espèce de copier-coller de meilleures pratiques qui nous pousse à aller vers ce type d'action. Finalement, la troisième chose que je voulais montrer ici, c'est qu'on parle donc de carboneutralité pour 2050, mais en réalité, 2050, c'est encore loin pour beaucoup de gens. Dans les différentes discussions, entrevues que j'ai pu faire, on a une certaine déconnexion entre des grandes instances comme le C40 sur le réseau transnational qui parlent de carboneutralité pour 2050 et les praticiens sur le terrain, donc des gens que ce soit qui travaillent à la ville de Montréal et autour chez les partenaires, qui ont beaucoup de mal en fait à imaginer le chemin qu'on a à parcourir entre maintenant et 2050. Pour eux, c'est vraiment des itérations année après année pour arriver à des résultats et revoir les cibles et les actions. Et pour eux, c'est déjà 2030 qui est l'étape charnière et pas forcément 2050.
Ensuite, on a besoin en fait d'autres politiques, programmes et règlements. Un plan climat, ce n'est pas assez. C'est plus un document d'intention. En réalité, il va falloir mettre tout ça en place dans la stratégie d'électrification des transports, le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité qui sort en 2023, des plans particuliers d'urbanisme, des chartes d'écoquartier, par exemple. Donc, tout ça est encore très flou. Donc, pour conclure, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, ce que moi je retiens pour l'instant mes résultats, c'est que Montréal carboneutre en 2050, c'est globalement un discours et des attentes qui ont été cadrés par des experts dans ce plan climat, donc qu'on peut questionner. Deuxième point, c'est que c'est une approche qui privilégie des fixes technologiques et ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques, là encore, voir ce qu'on met derrière. Et petit 3, on a une déconnexion donc, entre des grandes instances et des praticiens qui, sur le terrain, ne savent pas exactement comment mettre tout ça en œuvre. Finalement, dernier point que je voulais souligner, ici, j'ai beaucoup regardé ce qui était plus le discours institutionnel. Il y a des discours qui sont un petit peu moins visibles car moins institutionnalisés parmi la société civile, différents groupes tels que Climate Justice Montréal, Coalition Climat Montréal et d'autres. Ces groupes-là, ils ont des discours complètement différents et questionnent même la faisabilité de devenir carboneutre. Ce n'est pas forcément un terme qui leur parle, et ainsi que la date de 2050, qui pour eux n'est pas forcément une date à avoir en tête et qui est un peu une chimère. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup et puis au plaisir de se parler tout à l'heure. Excellent, merci beaucoup Hélène. C'était utile d'avoir ces définitions au début, puis le rappel de ce qui est... c'était vraiment en lien avec le thème de la conférence et de la promesse. Donc, merci pour ça, Hélène, c'était très bien. Alors, on va tout de suite passer à notre dernière présentation du jour. Donc, présentation qui sera donnée par José Provençal, qui est chercheur au sein du groupe de recherche indépendant sur la décroissance Polemos, qui a obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts de recherche sont les suivants: analyse du discours environnemental, politique de l'énergie, gouvernance environnementale. Donc, je laisse la parole à José. Tu as 20 minutes aussi. Essaye, si possible, de respecter le temps parce qu'on s'approche de la fin. Je pense qu'on va devoir dépasser un petit peu, peut-être aller jusqu'à 11h10, 11h15 maximum pour donner le temps à la fin pour une courte période de questions. Donc, José, c'est à ton tour. Merci beaucoup. Alors, même chose que tout le monde, se préparer à cette présentation. Voilà. Parfait. Donc, en espérant que tout va bien. OK. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et de vous présenter en fait les résultats de ma thèse de doctorat. COVID et compagnie fait en sorte que je n'ai pas eu beaucoup de temps et d'opportunités pour présenter ça. Alors, Hélène a bien mis la table parce que là, on va changer juste de niveau de gouvernance. On va passer du local au global dans une perspective d'économie politique internationale de l'énergie. Je me concentre sur, en fait, dans le cadre de la gouvernance environnementale mondiale, je m'intéresse à l'énergie dans le cadre des théories du développement, surtout du point de vue critique, soit du post-développement. Donc, moi, mon niveau d'analyse, c'est aussi le discours, mais le discours politique sur le développement durable. Et je pense aussi que là, Hélène, elle l'a bien démontré. Je pense qu'on se serait parlé, on n'aurait pas fait mieux. Donc, on le voit dans la littérature puis dans les actions, la perspective de l'énergie est beaucoup tournée vers l'aspect technico-économique. Mais dans le cadre de ma thèse, l'énergie n'était pas considérée sur le plan technico-économique, elle était considérée en fonction des enjeux liés à la question du développement. Donc, la polysémie du développement durable n'a plus à être démontrée. Là, je pense que vous êtes assez au fait de cette définition qui est la définition la plus courante et puis les trois enjeux sociaux, environnementaux et économiques. J'aurais pu vous faire un beau montage. Malheureusement, je n'ai pas cette compétence dans mon arc, mais j'aurais pu vous présenter là, les différentes définitions qui existent sur le développement durable. On passe de la pétrolière Shell en passant par le gouvernement canadien ou Greenpeace. Chacun a sa propre définition.
L'objet de ma thèse, c'était de déterminer la nature du signifiant, donc du sens attribué au développement durable, puis d'évaluer si l'énergie détenait un rôle structurant ou non dans son articulation, puis de mesurer la capacité des discours contestataires à déstabiliser cet ordre de signification. Donc, mon corpus, c'était 231 discours qui ont été énoncés dans le cadre du sommet sur les objectifs du développement durable qui ont eu lieu à l'ONU en septembre 2015. Alors, j'ai procédé ce que mon directeur de thèse appelle un beau bricolage méthodologique, mais à partir de l'ontologie et de l'épistémologie de l'analyse post-structuraliste du discours de Laclos et Mouffe, pour qui le discours, ce n'est pas un objet neutre, puisqu'il s'établit à travers des chaînes de signification variées. Donc, c'est un ensemble relationnel de pratiques significatives qui crée du sens puis qui s'applique à l'ensemble de l'espace social, à la fois linguistique et non linguistique. J'ai combiné l'analyse discursive de Laclos et Mouffe à une analyse de réseau sémantique qui a permis d'exposer à la fois les résultats quantitatifs et qualitatifs et donc de démontrer les interactions des diverses composantes du discours sur le développement durable. La clé de l'analyse discursive de Laclos et Mouffe s'inscrit dans l'importance qu'ils accordent au rôle de l'hégémonie au sein des luttes discursives à travers l'articulation du discours. L'analyse réseau, pour sa part, rend visibles les agencements centraux à travers une structure centre-périphérie qui n'est pas lié aux théories du développement. Centre-périphérie qui est un concept qui est aussi attribué à l'analyse réseau. Donc, ça m'a permis de faire émerger les luttes discursives qu'il y avait par rapport aux objectifs du développement durable. Donc, j'ai cherché à saisir la nature des relations et des conflits qui structurent le sens attribué au développement durable en faisant entendre les voix exclues puis les voix qui contestent cette articulation hégémonique. Il était donc possible pour moi de percevoir les antagonismes puis les possibles recompositions du discours. Mon analyse a démontré que le sens attribué au développement durable est un sens qui est fixe ou vide dans la terminologie de Laclos et Mouffe et que l'énergie, bien qu'énoncée par plusieurs acteurs, acquiert un caractère plutôt fragmenté. Mais je vais y revenir en conclusion. L'économie politique internationale de l'énergie a jusqu'à maintenant peu énoncé. En fait, pendant plusieurs années, a peu énoncé la question de l'énergie qui a été souvent traitée sur la base de la sécurité énergétique. Donc, je ne m'intéressais pas au consensus, donc aux dynamiques qui ont donné forme au discours, mais plutôt aux tensions, aux conflits articulatoires qui traversent le centre vide du discours, donc qui n'est jamais tout à fait fixe, jamais tout à fait stable. Donc, ce discours dominant est toujours prêt à absorber les discours contestataires pour se maintenir dominant et donc hégémonique. La plupart des analyses discursives s'intéressent au processus ayant mené à l'adoption d'un consensus puis cherchent à l'expliquer. Cette méthode, malheureusement, a pour effet de laisser un large pan du discours de côté. La littérature démontre que lorsqu'il est question d'énergie, la dominance, je l'ai dit tout à l'heure, est essentiellement technico-économique. Puis avant 2014, les sciences sociales n'étaient pas trop ou avaient peu voix au chapitre dans cet enjeu de taille pour la gouvernance environnementale mondiale. L'économie politique internationale le traitait, comme je disais, surtout sur la base de la sécurité énergétique. Donc, je vous présente, je vais prendre de l'encens, ça va aider, juste ici, la représentation du discours hégémonique tel que présenté. Là, ça, c'est un schéma qui est présenté par Laclos. C'est juste pour vous situer un peu parce que je ne veux pas vous perdre. Parfois, Laclos et Mouffe, ça peut être assez lourd là, comme démarche discursive, comme analyse discursive. Donc, Laclos prend pour exemple le tsar ici, qui est séparé par la ligne horizontale qui constitue la frontière du discours à l'égard des demandes de plusieurs secteurs de la société, là, que ce soit des 1, des 2, des 3, et ainsi de suite. Les demandes sont toutes différentes les unes des autres, puis elles sont représentées par le demi-cercle
inférieure. Donc, ici, on a les différences dans les discours entre les acteurs, mais on a aussi les équivalences qui est l'opposition au sens, si vous voulez. Donc, cette chaîne d'équivalence peut conduire à ce qu'une des demandes devienne plus dominante, puis devienne le signifiant de toute la chaîne, potentiellement assez fort pour renverser le discours dominant qui, comme je le disais, est fixe, mais pas immuable. La chaîne d'équivalence alternative que vous avez à droite, donc face à une menace extérieure, il est possible que le régime oppressif, donc le tsar, s'engage dans une opération hégémonique pour absorber certaines des demandes contestataires. Cette opération pourrait avoir pour effet de déstabiliser la frontière qui, jusqu'à maintenant, l'opposait au reste de la société. Cette opération vise donc à mettre un frein à la chaîne d'équivalence qui s'était établie entre les demandes contestataires. Il s'agit donc de couper le lien entre une demande particulière et sa relation d'équivalence avec les autres. Donc ici, D1 est donc soumis aux pressions de deux chaînes d'équivalence concurrentes représentées par la ligne pointillée. D'abord, celle associée au camp contestataire opposé au tsar, alors que la ligne diagonale s'inscrit dans une équivalence entre le discours dominant et les demandes qui étaient au départ contestataires. La manière dont le sens de D1 ici là, va être fixé dépendra du résultat d'une lutte hégémonique. Le discours sur le développement durable qui s'inscrit dans le cadre de la gouvernance environnementale mondiale ne détient pas de forme d'autorité qui puisse être personnifiée de la même façon que sous un régime tsariste, de sorte que mon intérêt s'est porté essentiellement sur la chaîne d'équivalence des acteurs et le signifiant vide ou flottant. Là, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. L'abstraction, en fait, qu'on fait du régime autoritaire n'implique pas forcément l'absence d'un hégémon, mais simplement l'absence d'un caractère répressif du discours hégémonique. Alors, voici ce que j'appelle mon boutonnier, c'est le discours sur le développement durable. Donc, le réseau discursif qui est représenté ici là, sur la forme d'analyse réseau a une structure centre-périphérie qui, malgré sa densité, a permis d'établir les relations entre les divers nœuds, mais surtout de déterminer les nœuds les plus dominants et ceux participant dans une moins grande mesure à la structuration du sens attribué au développement durable. L'analyse a fait émerger un centre essentiellement dominé par les questions de gouvernance et de politique, mais qui laisse poindre une forte relation avec l'urgence environnementale et l'urgence économique. Les relations entre les éléments du discours, donc chacun des éléments que vous voyez là, ça fait partie de mon protocole de codage. Comme je vous épargne toute ma méthodologie, évidemment, parce que ce serait le cadre d'une autre conférence, mais donc, les relations entre ces différents éléments du discours-là, en plus de faire émerger une structure centre, semi-périphérie et périphérie, que vous voyez, par exemple, le centre qui est en jaune, la semi-périphérie en orange et en bleu, la périphérie, a permis d'exposer aussi des regroupements discursifs, chacun porteur d'un sens qui lui est propre, soit les pays développés, les pays émergents et les pays en voie de développement. Ces regroupements ont octroyé à l'analyse discursive une assise assez intéressante pour exposer les tensions en cours quant au sens à donner au développement durable. Comprendre le sens attribué au développement durable par l'entremise des regroupements discursifs a rendu possible le positionnement des chaînes d'équivalence de chacun de ces regroupements-là, sur lesquels je vais passer très, très rapidement, simplement pour vous dire que chez Laclos et Mouffe, on ne peut pas déterminer la nature du signifiant avant de l'avoir trouvé, d'où l'attention que j'ai portée aux chaînes d'équivalence. Donc, ce qui est ressorti comme équivalence, si vous voulez, donc d'un signifiant flottant chez les pays en développement, c'était l'urgence sociale, qui était, règle générale, toujours attribuée rarement à leur propre nation, mais souvent aux autres nations, essentiellement des Suds, donc quelque chose d'extérieur. Les pays émergents, le discours portait beaucoup autour des changements économiques et les pays en voie de développement au niveau de l'investissement public. Donc,
Ces 3 chaînes d'équivalence-là ont permis de rendre visibles les tensions en cours pour le sens à octroyer au développement durable et le déplacement de la frontière dichotomique qui expose la capacité du développement durable, comme signifiant vide, de briser la chaîne d'équivalence entre les pays émergents par une chaîne alternative. Parce que ce qui rapprochait les pays émergents et les pays en voie de développement, c'était la coopération vers une certaine réforme, qu'elle soit à la fois sociale et économique. La cristallisation du discours autour de la coopération a eu pour effet de déployer une équivalence entre les pays développés et ce qu'on appelle l'environnementalisme libéral et de subvertir l'équivalence entre les pays émergents et les pays en voie de développement par un déplacement de la frontière discursive, intégrant donc les composantes contestataires du discours des pays émergents au sein du discours hégémonique. Cette opération fait du développement durable un signifiant vide là, ou un signifiant fixe. Bien que cette fixité soit temporaire et qu'elle amène un changement, le déplacement de la frontière dichotomique a relégué les éléments contestataires à la limite du discours, entraînant pour le moment un signifiant vide, donc en attribuant au signifiant vide son sens, donc hégémonique. La temporaire fixité du discours du développement durable s'appuie sur les signifiants que sont la coopération, l'innovation technologique et comme moyen d'atteindre les objectifs établis par les objectifs du développement durable, et ce, grâce à l'argent public, donc à l'investissement public. En somme, du business as usual, on est vraiment dans le libéralisme environnemental. Le développement durable, c'est le statu quo de la croissance économique issu du modèle de développement occidental. Je sais, ce constat-là n'est pas en soi très original, mais ma démonstration innovait en fournissant des données quantifiables qui permettent d'appuyer les critiques associées au développement durable sur des bases tangibles. Donc, initialement, je cherchais à comprendre le rôle qu'occupait l'énergie dans l'édification du discours sur le développement durable. L'analyse quantitative sous la forme d'études des graphes, des réseaux sociaux, a montré le caractère plutôt dispersé des éléments discursifs associés à l'énergie. Donc, l'intention de ces États d'accélérer la part des énergies renouvelables, par exemple, à leur matrice énergétique, semble au premier niveau assez équivalent. Mais le caractère dispersé, voire fragmenté de ces intentions-là, telles que les actions, le type d'actions réalisées, on passait à la gouvernance mondiale, à l'aide internationale, à la réduction de la dépendance ou aux formes ou au type de réforme, ça empêchait de déterminer l'existence véritable de différences, ce qui était la base inférieure du cercle que je vous présentais, le demi-cercle inférieur. Donc, l'hétérogénéité du sens attribué à l'énergie, combinée à sa faible présence, parce que c'est quand même que 24% des 231 discours qui abordent la question de l'énergie, pourrait laisser à penser que la question énergétique est reléguée à la frontière du discours, qu'elle prendrait donc part à ce que la Cloé-Mouffe appelle le champ discursif, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, l'incapacité à identifier de véritables porteurs du discours sur la question énergétique, donc l'absence de requête pouvant clamer son existence au sein du système, le cercle qui représente la demande face au discours hégémonique ne peut pas être subdivisé entre une équivalence, soit le haut du cercle, et une différence, le bas du cercle, parce qu'il s'écroule sous l'hétérogénéité du sens qui lui est attribué. Il n'y a pas d'articulation possible parce qu'il n'y a rien à articuler en somme. Donc, au sein du champ politique, les règles et les joueurs ne sont jamais pleinement explicites, comme l'affirme la Cloé-Mouffe, et le caractère hétérogène de l'énergie au sein du discours sur le développement durable laisse à penser que les acteurs ne souhaitent pas vraiment formuler explicitement l'enjeu énergétique dans le cadre du sommet sur les objectifs du développement durable. L'énergie est donc un élément qui se trouve à l'extérieur du système discursif de l'ONU sur les objectifs du développement durable, alors que les ODD comptent 17 objectifs, dont le 7e qui porte sur l'énergie, donc une énergie propre à un coût abordable. On peut donc se questionner sur l'atteinte des cibles et aussi de la réelle volonté d'atteindre ces cibles-là par les États.
il est important de rappeler aussi que le groupe de personnalités de haut niveau, c'est un beau titre, là, qui, lors des Open Working Group qui ont mené à l'édification des ODD, avait suggéré la mise en place d'un équivalent des objectifs du développement durable, mais portant uniquement sur l'énergie. Puis cette proposition a été rejetée par plusieurs États. Donc, le caractère hétérogène qu'occupe la question énergétique au sein des énoncés politiques du sommet sur les objectifs du développement durable concorde avec la littérature en économie politique internationale qui s'intéresse à la gouvernance mondiale de l'énergie. Parce que les chercheurs y affirment que cette part de l'énergie, elle est fragmentée et que l'ONU ne semble pas le lieu privilégié des acteurs pour établir la légitimité de la gouvernance mondiale de l'énergie. Donc, la gouvernance mondiale de l'énergie est en elle-même aussi fragmentée puisqu'il n'existe pas un lieu à proprement dire pour parler des questions énergétiques. Ces lieux, ils sont vraiment multiples et à différents niveaux de gouvernance. Le fait que l'énergie soit plus souvent traitée par l'économie politique internationale puis des États comme un enjeu de sécurité nationale explique peut-être le caractère hétérogène de la question énergétique dans les énoncés des chefs d'État et leur refus de l'articuler pleinement au sein des ODD. Donc, on pourrait être en mesure de se demander si la croissance verte, le Green New Deal, le net zéro, donc, est-ce que ces derniers vont partager la même chaîne d'équivalence que ceux du développement durable? C'est une question qui va me porter pour mes prochaines recherches. Puis, la crise environnementale à laquelle on fait face rend le questionnement du rôle qu'occupe l'énergie au sein de nos sociétés modernes nécessaire. Et l'enjeu énergétique, à mon avis, pourrait constituer un angle qui permettrait de remettre en question la société de consommation qui s'appuie sur la croissance économique et un appétit de plus en plus vorace en matière de ressources naturelles et d'énergie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, José. Bravo pour avoir bien respecté le temps. Excellent. Donc, il nous reste peut-être 5-10 minutes pour une courte discussion de la fin. Donc, comme au début, je vous invite à poser vos questions soit dans le chat, vous pouvez écrire à tout le monde ou m'écrire directement. Vous pouvez aussi lever votre main si vous avez une intervention. Je peux ouvrir le plancher en attendant que les gens aient un peu d'inspiration. Ma question était pour Hélène. Donc, je sais que Hélène, tu as fait des entrevues avec des acteurs de la municipalité, donc de la Ville de Montréal. Je me demandais, est-ce que dans ces entrevues, le terme de carboneutralité était donc adopté par les acteurs? Si oui, est-ce qu'il était complètement adopté dans son sens non critique ou est-ce qu'il était adopté avec des pincettes? Donc, est-ce que je comprends bien que ce terme-là doit être critiqué par les organisations qui citaient à la fin plus d'opposition, genre Extinction Rebellion, etc. Est-ce qu'à l'intérieur de la municipalité même, il y a une perception critique de la carboneutralité ou c'est vraiment repris comme un terme de marketing de ville? Merci pour ta question. En effet, donc dans mes entrevues, j'en ai fait une trentaine pour l'instant, il y a une large part de gens qui travaillent à la Ville de Montréal ou qui ont travaillé sur le plan climat. Je suis encore en train d'analyser, donc ce que je dis est encore à prendre avec des pincettes et non terminé, mais en effet, ce qui ressort beaucoup, c'est que le terme de carboneutralité est utilisé comme... on n'a pas le choix, en fait. Ça fait partie de l'équation de départ. Le GIEC, l'ONU nous disent qu'il faut être carboneutre en 2050. Donc, la ville de Montréal a décidé d'être carboneutre en 2050, comme toutes les autres villes dans le monde. Donc, c'est comme si ça faisait partie de l'équation de départ et qu'on ne le remet pas forcément en question. Après, par contre, comment ça s'opérationnalise, comment ça se concrétise, est-ce qu'on va y arriver? Ça reste une question qui est très ouverte et qui pousse à plus de discussions et de réponses différentes parmi les personnes avec lesquelles j'ai discuté. Mais le fait même de viser la carboneutralité n'est pas remis en question globalement dans les gens avec lesquels j'ai parlé. Merci beaucoup, Hélène. Alors, oui, Jean-Benoît, tu voudrais intervenir?
J'aurais une question en fait qui peut s'adresser un peu aux deux puisqu'elle va rejoindre, elle fait se rejoindre un peu les deux derniers exposés. En fait, je pense qu'elle va surtout s'adresser à Hélène, mais bref, bon, je me lance, là, je l'ai rédigé, je pensais te l'envoyer, mais bon, j'y vais de vive voix. Donc, les conclusions de la communication d'Hélène me semblent bien montrer en quoi, dans le cas de Montréal, hein, il y a une divergence. Hein, c'est un peu la conclusion entre les discours experts qui vont structurer le plan vers la carboneutralité d'une part, puis d'autre part, le caractère très critique hein, des discours plus contestataires et moins institutionnalisés. Bon, évidemment, par là, on voit toute la question des relations de pouvoir qui s'installent là, quand il s'agit d'accéder aux canaux de la discussion. Là. Globalement, c'est ceux qui sont déjà institués et experts et peut-être qui ont des sous, qui ont plus voix au chapitre. La première partie de la présentation de Josée, quant à elle, elle semble avoir assez bien montré la nature, disons, retorse là, des mécanismes de récupération des discours contestataires ou critiques par les pouvoirs en place. Mais en fait, ma question est un peu la suivante. Est-ce que on peut constater de pareils mécanismes de récupération des discours critiques pour le cas de Montréal ou ailleurs dans le monde, disons au même palier de gouvernance, gouvernement? Est-ce qu'au municipal, ici ou ailleurs, il y a des exemples documentés dont on aurait connaissance de pareille récupération de ces discours-là qui me semblaient peu présents, en fait, dans les plans de communication très léchés là, que tu nous avais présentés, Hélène? Tu veux dire, est-ce qu'au sein d'institutions, on a quand même une certaine critique quand même de ces termes et de ces discours? C'est ça que tu veux dire? En fait, je me demande si si on analyse rapidement les plans de communication ou les discours qui sont proposés par les pouvoirs en place ou par la ville, mettons, est-ce qu'il y a des traces qu'on peut voir que les gens qui énoncent ces discours-là vont tenter d'aller récupérer ou rechercher des arguments ou des discours qui pourraient être attribuables à des instances moins constituées ou plus contestataires ou je pense pas qu'elles vont aller se réclamer d'extinction rébellion directement, mais est-ce qu'on peut voir, par exemple, des manières d'aller les rechercher par Ouais, je dirais ce qui me vient en tête rapidement là quand tu poses cette question, parce que j'ai pas assez étudié encore ce point en particulier, mais disons que les acteurs qui portent ce discours plus de la ville de Montréal vers cette carboneutralité vont quand même beaucoup justifier le fait qu'ils ont consulté la population et potentiellement des groupes dissidents, entre guillemets, grâce à la consultation publique de 2015 qui était comment sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Puis donc, il ramène beaucoup en fait cet argumentaire de il y avait cette consultation, on a lu les mémoires, on s'est vraiment appuyé là-dessus pour décider de quelle politique on va mettre en place. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'argument facile entre guillemets pour dire qu'on a consulté tout le monde et qu'on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe et qu'on est, oui, entre experts, mais on écoute quand même les autres. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est plus sur l'opérationnalisation de ce plan climat. Ce qui a beaucoup été souligné, notamment pendant la conférence de presse et maintenant dans ce qui est en train de se faire, c'est vraiment le côté mobilisation de la collectivité, on embarque tout le monde, on laisse personne derrière, ça passe par différents quartiers, différents groupes, etc. Donc ce côté un peu inclusif, qui est d'ailleurs un des sous-titres du plan climat, c'est pour une ville inclusive. Donc ça sous-entend qu'on va aller consulter tout le monde et qu'on n'est pas entre experts et entre gens prédéfinis, mais que vraiment on va prendre tout le monde avec nous. C'est un peu ça pour l'instant ce que je vois. OK. Non, ça, en fait, ça répond à la question dans ce sens que c'est un peu le discours, bon, tu l'as dit, la solution facile, entre guillemets, là, ils sont prêtés de mauvaises intentions à personne, mais c'est bon, notre démarche inclut une méthode de consultation, donc nous vous invitons à notre canal, donc vous avez voix au chapitre, alors que finalement, il n'y a pas de garantie d'emblée que ce sera mis en place ou pris en compte, mais effectivement. Donc, c'est bien, merci. Josée, tu veux réagir? Oui, je vais compléter. Là, tu t'es muté. Bon, OK, je vois de la c'est mieux. technique. Voilà.
Donc, oui, je voulais ajouter justement, pas spécifiquement évidemment à la ville de Montréal, parce que ce n'est pas des discours que j'ai analysés, mais dans la littérature, ce qui ressort beaucoup, tu sais, quand je disais qu'avant 2014, il n'y avait pas eu beaucoup, que les sciences sociales ne s'étaient pas penchées beaucoup sur la question de l'énergie. Il y a une méta-analyse qui a été faite par Benjamin Sovacool, je scrape probablement son nom, qui recensait dans la littérature scientifique 4444 articles scientifiques portant sur l'énergie. Et ces textes-là étaient essentiellement d'ordre, comme je disais, le technico-économique. Et lorsque les sciences sociales étaient impliquées dans ces études-là, c'était presque exclusivement sur la question de l'acceptabilité sociale. Donc ça, c'est le créneau de dire nous avons consulté l'acceptabilité sociale, il y a eu une communication, c'est pas toujours très élaboré, mais c'est, règle générale, l'élément le plus mobilisé. Donc, avec ce que Hélène disait, là, je trouve que ça parle bien avec ce que la littérature soulève. Là. Merci, José. Donc, déjà, on a un petit peu dépassé l'heure. On avait dit qu'on finirait à 11h, il est presque 11h10. On a peut-être le temps pour une dernière intervention. Manifestez-vous. Sinon, on va pouvoir clore le panel aujourd'hui. Donc, je ne vois pas vraiment de manifestation de dernière minute. Alors, je ne sais pas, Jean-Benoît, si tu avais un mot de la fin. En tout cas, de mon côté, je voudrais juste remercier les 4 panélistes de leur présence. C'était vraiment pertinent, vraiment stimulant comme discussion, avoir un regard historique, avoir différentes méthodes de recherche, différents matériaux d'analyse aussi. Je pense que c'était vraiment pertinent pour voir donc, la question de l'énergie, la question de la transition énergétique sous le prisme donc, des promesses qui était le thème du colloque dans lequel ce panel était supposé avoir lieu au départ et qui a finalement eu lieu, mais d'une manière décalée. Donc voilà, je ne sais pas, Jean-Benoît, si tu voulais dire quelque chose par rapport au CIRS ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pas prévu de mots justement institués et qui viendrait mettre un point final à la chose. Non, simplement pour de la part du comité organisateur et de l'équipe du CIRST, te remercier, toi, Clarence, d'avoir pris l'initiative d'organiser ce panel. Et évidemment, merci aux 4 intervenants et intervenantes d'aujourd'hui. Ça a été évidemment bien agréable. Je profite de l'occasion peut-être seulement pour annoncer que déjà, il y a une 3e rencontre donc dans le cadre des économies de la promesse qui aura lieu le 3 novembre. Les informations pour la tenue de cet événement-là, qui sera toujours en ligne, sont depuis ce matin en fait disponibles sur le site du CIRST. Là, on a eu quelques problèmes en fait, le site a été piraté avec d'autres récemment, donc ça a un peu compliqué là, les communications ces derniers temps et la promotion des événements. Bref, on peut trouver les informations là, d'emblée pour l'événement du mercredi 3 novembre, donc sur le site du CIRST, on a constitué un site vitrine là, pour annoncer les prochains événements. Même chose sur la plateforme 4Waves là, qui a servi à l'organisation des 3 journées 1er, 2, 3 septembre dernier. On a mis une petite annonce là, pour le 3, donc d'autres discussions vont pouvoir suivre et éventuellement être alimentées là, comme celle d'aujourd'hui de ce qui a précédé là, dans le cadre de la réflexion plus globale sur les économies de la promesse. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire là, en guise de remerciements et de mots de clôture. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre présence, puis au plaisir de poursuivre la discussion dans bientôt un mois lors de la prochaine rencontre du colloque. Merci encore. Parfait, merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.